Donc, re-bienvenue au Prélude Football Podcast dans notre nouveau studio, dans notre nouvel environnement. Pierre, ça faisait longtemps qu'on avait enregistré. Dernièrement, on avait essayé de se faire des épisodes test. On avait essayé. Ben non, ben... Oui, on l'a fait, mais c'était pas bon. C'était dégueulasse. On a fait un épisode, toi et moi, tout seul. On s'est dit qu'on allait essayer de rattraper le temps perdu un peu, là, de tout ce qui s'est passé. Est-ce que tu sais, c'était quand le dernier épisode, Pierre? Tu t'en souviens-tu? Ah, tu me l'avais dit l'autre fois, c'est janvier 2024. Ouais, exactement. Ça fait un peu plus d'1 an qu'on n'a pas fait d'épisode. 1 an et 6 mois, dans le fond, qu'on n'a pas fait d'épisode. Hey, demande-moi quoi de neuf. Qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière année, Pierre? Ah, pas grand-chose. Pas grand-chose, hein? La vie va bien, c'est calme. Ben non, mais écoutez, chers auditeurs, en 2024, life was lifing. On a dû prendre une pause pour se réaligner parce que, ben, comme tous les autres humains, on a nos propres soucis, mais normalement, on est reparti pour de bon. Comme vous le voyez, si vous nous écoutez en audio, vous voyez que la qualité sonore a grandement été améliorée, dirais-je, grâce au nouveau studio dans lequel on est. Si vous nous voyez en vidéo, ben, vous voyez bien entendu que c'est ça, on est dans un nouvel environnement amélioré pour avoir un contenu beaucoup plus léché. Donc, avant de commencer, aujourd'hui, on est accompagné par Rémi Giguère, entraîneur-chef des Aigles du Collège Antique. C'est la 3e fois, en fait, que Rémi fait un épisode avec nous. T'avais-tu réalisé ça, Pierre? Tu l'avais fait en Zoom, hein? Il l'avait fait en Zoom. Pendant le COVID. Ça a repopé sur mon homepage YouTube il y a pas longtemps, ça. Ouais. Genre, épisode 10. c'était fou, ça. Ben oui. Des épisodes en Zoom. Ouais. Des épisodes pendant la le confinement. Exact. Ouais. Dans le temps qu'on avait des couvre-feux puis tout. Là. Puis c'était pas tes parents qui te le donnaient. On avait un coup. Exact. Tu te souviens de ça? C'était fou, ça. Ben oui. Fou. Comment qu'on t'avait pitché ça? Hey, on part ça. On part ça. Ça tente-tu? J'ai toujours été in depuis le début. Depuis le début de Entre les lignes, j'ai toujours été in. J'ai toujours été avec vous autres. Entre les lignes, man, c'est vrai, ça. Ouais, c'est une époque, ça. J'ai toujours été un fier accompagnateur dans ce projet-là, si on veut. Ça va vite, hein? Ouais, ça va très vite. Ouais. On était à l'université, on faisait ça à côté de la maison. Exact. Pour ceux qui ne le savent pas, Entre les lignes, école Entre les lignes, c'était une école de... C'était un camp de football que Pierre et moi, on avait. Exact, de littérature, bien dit. Mais principalement pour les joueurs de ligne, d'où le concept Entre les lignes. On faisait ça l'été et puis des entraîneurs venaient entraîner des adolescents pour qu'ils puissent devenir le meilleur joueur de ligne. Puis Rémi, quand on t'avait proposé ça, tu avais embarqué dans le projet. Puis on avait pu faire ça, je pense, plus d'un été aussi. Ouais, on a fait ça 2-3 ans, je pense. Ouais, exact. Ça, j'avais été à Sherbrooke, fait que ça a été un peu plus difficile. Yo, à un moment donné, parce que je suis retombé sur les photos, l'équipe de coach était boostée. Là. Incroyable. On avait un genre, gros staff. on était précurseurs. Là. Fait que toi, tu finissais à l'université? Ou Il me restait 1 an ou 2. Ouais. On avait Mathieu Betts qui n'avait pas encore joué un snap À Laval, qui sortait du cégep. Ouais. On avait Reynaldo qui venait d'arriver au Vieux. Là. Il était coach D-line au Vieux. Là. Maintenant, il est entraîneur-chef. Ouais. Puis Carl. Ouais, Carl donnait un coup de main, Gould donnait un coup de main. Puis c'est ça. Yo, c'était fou. Carl Monjoie. Ouais. Qui était encore cégep avant d'être coach à l'université. Qui coach la online U16 présentement avec Team En plus, ouais. Exact. On voyait... Vous avez l'œil. Ouais. Tu nous lances des fleurs comme ça, déjà tôt comme ça dans l'épisode, bien? Ouais, complètement. Oh, ben ok, bon, je vais les prendre. On part du bon pied. Tu as mentionné Team Québec. Ouais. Justement, en ce moment, on est en plein mois de juillet. C'est l'été au Québec. Ça rime, quand on parle de football, ça rime avec Team Québec, puis ça rime avec CFL. Donc, pour sort of briser la glace, j'ai une question pour vous que je vous lance. Pourquoi ne joue-t-on pas du football à 3 essais au Québec? Parce que... Fait que là, Rémi, toi... Là... Parce que c'est ça. Est-ce qu'on devrait jouer du football à 3 essais? Ben, je veux dire... Rémi Giguère. Le fait... Tu sais, moi, je suis un fanatique du football universitaire américain. J'adore la NFL. Tu sais, moi, je me suis toujours dit, pourquoi on joue pas la même game? Comme, pourquoi on joue pas le football à 11, 4 essais? Comme, tout le monde roule la même affaire en Amérique du Nord. Tu vas en Europe, c'est la même chose. Il n'y a personne qui joue du football à 3 essais, que ce soit football collégial, au scolaire. Au Québec, c'est vraiment
cette réalité-là qu'on a. Un beau football hybride. Un beau football où est-ce que justement, on a 12 joueurs sur le terrain, on a le droit de faire autant de motion qu'on veut, on a 4 essais. C'est un beau football. C'est vraiment quelque chose de le fun. Pour avoir coaché au niveau universitaire aussi, football à 3 essais, il y a beaucoup de préparation qui rentre en ligne de compte. Parce que ton premier essai, ça reste un premier essai qui est super important. Parce que Dieu sait que quand tu es en deuxième essai, je veux dire, t'es mieux d'être capable de convertir. Parce que si tu ne convertis pas, je veux dire, c'est un festival d'unité spéciale. Puis on le voit dans la Ligue canadienne de football présentement. Je veux dire, quand tu n'as pas ton carrière numéro 1 en santé qui est présent, ben, je veux dire, t'es mieux d'avoir un bon special team coordinator puis qu'il soit capable de faire une belle job. Puis en plus de ça, ben, t'es mieux d'avoir un bon botteur. Parce que là, on a beaucoup de discussions sur les carrières au Québec. Mais on peut avoir une discussion aussi sur les botteurs au Québec. Fait que pour moi, le fait qu'on ait du football à 4 essais, je pense que ça donne une opportunité à avoir du plus beau football. Je dis pas que les unités spéciales, c'est pas le fun, mais ça reste quand même que, je veux dire, si t'es un fan de football, malheureusement, pour tous mes amis qui sont co-auteurs des unités spéciales, je pense pas qu'il y a quelqu'un qui vient pour voir comment ils vont jouer leur kick-off return. Puis quand ils vont faire leur PAT block, comment ils vont le gérer, où est-ce qu'ils vont placer les gars. Je pense plus que le monde vient pour avoir un spectacle, avoir du plaisir, voir des offenses qui scorent, voir des défensifs qui font des jeux. Fait que je pense que l'élitisme du football à 3 essais se bat constamment pour avoir des partisans qui viennent voir leur match, qui soient présents dans le stade, fait en sorte de pourquoi on l'amènerait plus tôt. Est-ce que ce serait pour développer ce sport-là, pour justement l'amener à un meilleur standard au niveau professionnel, ou justement on veut développer nos athlètes dans un football à 4 essais qui est un petit peu plus, je veux dire favorable, ou je veux dire simplement plus facile à développer certains joueurs à certaines positions parce qu'on a plus de répétitions offensivement et défensivement. Ouais. Donc, fait, si ça serait juste de moi, demain matin, je prends la décision. Je vais peut-être me faire lancer des rushs, mais le football, c'est un sport à 11 qui joue sur un plus petit terrain, comme les Américains. C'est là que ça se joue, c'est là que les meilleurs joueurs se développent. Moi, demain matin, on prend une décision, on tombe football à 11 demain matin. J'aime le fait... On change tous les terrains. On change tous les terrains. On fait juste repeinturer à l'intérieur, puis on agrandit les tracks alentour. Les gens d'athlétisme vont m'adorer. Mais il y a aussi le fait que c'est le fun qu'au Québec, on ait notre football hybride aussi. On le voit là, avec Football Québec. Là, les gars s'en vont jouer du football à 3 essais. Une période d'adaptation, mais au Québec, le coaching est super bon. Cette transition-là se fait super rapidement. Fait que je pense que où est-ce qu'on est rendu dans le développement de nos athlètes, l'encadrement avec les responsables du football, je pense que la transition pourrait se faire sans problème. Je pense pas que c'est un problème. C'est peut-être plus une question de goût et de choix personnel. Mais je veux dire, cette décision-là va se prendre par qui, va se prendre quand. Je veux dire, c'est plus c'est comme LeBron ou Jordan, football à 4 essais ou football à 3 essais. Je veux dire, j'aurais mon grand chum Gab Cousineau aussi, il ferait comme genre 3 essais, puis on enlève le jeu au sol. Fait que, tu sais, c'est comme... je veux dire, on salue Gab Cousineau. Parce que tout le monde pense que 4 essais, tu fais juste courir la balle. Au contraire, je veux dire, ça te donne un essai de plus pour lancer le ballon. Fait que c'est ce que j'aime du football à 4 essais, c'est cette dynamique. Cette opportunité-là d'être créatif, de pouvoir prendre des risques. Tandis qu'au football canadien, ton risque, il est très calculé. Tu peux pas juste comme là-dessus, deuxième essai, je prends une shot. Non, deuxième essai, il faut que tu convertisses. C'est un peu plus difficile. Ça serait football 3 essais, football 4 essais. Les deux sont intéressants, mais si j'avais à prendre la décision, 4 essais, 11 joueurs sur le terrain, on rapetisse le terrain. On agrandit les tracks. OK, mais si je fais l'avocat du diable, puis là, je te dis que, mais là, nous, au Canada, la majorité de nos joueurs finissent par jouer dans la CFL. Donc, en point de vue de développement du joueur, est-ce que ce ne serait pas plus logique de commencer à jouer à 3 essais plus tôt dans le parcours du joueur de football? Vraie question, c'est vrai, ça? Que la majorité de nos... Parce qu'il y a pas que de joueurs qui... La ligue dans laquelle nos universités envoient le plus de joueurs, c'est la CFL. C'est sûr. Mais dans la CFL, est-ce que
la majorité des joueurs proviennent de nos universités? La majorité des joueurs ne proviennent pas de nos universités parce que... bien, je sais pas pourquoi. En fait, non, je sais pourquoi. Pardon. Je sais pourquoi. Je sais très bien pourquoi, en fait. Mais ils viennent tellement pas de nos universités qu'ils ont dû mettre des quotas, en fait, dans la CFL. Ouais, c'est ça. Pour qu'on puisse avoir des joueurs canadiens qui puissent jouer là-dedans. Fait que... je posais la question en regardant Rémi, mais tu as très bien répondu. Effectivement, le fait de dire que la majorité des joueurs, anyways, ils viennent d'un programme américain, ils viennent rencontrer. Même nos bons Canadiens, souvent, c'est des gars qui ont joué aux États-Unis. Ouais, la majorité des bons Canadiens qui jouent, c'est des gars qui sont passés par les États-Unis, effectivement. Puis si tu regardes les joueurs du Québec canadiens qui ont gradué de l'université canadienne puis qui ont un poste dans la Ligue canadienne de football, c'est rare qu'on va parler d'un receveur étoile ou d'un porteur de ballon étoile. Les Sean Tom-Erlington, les Chris Beaulieu, il n'y en a pas 1000 non plus. Mm-hmm. C'est souvent des joueurs de ligne. C'est souvent des Canadiens, Québécois qui sont allés aux États-Unis, justement. T'sais. La question, c'est-tu vraiment le football à 3-4 essais ou si c'est l'encadrement et le développement de nos athlètes le problème? Est-ce qu'il y en aurait plus si on jouait du football? Ok, mais là, j'ai arrêté. T'as enlevé tes écouteurs. Ouais, j'ai fait ça, je suis fou. Hein? Est-ce qu'on en aurait plus si on avait les mêmes installations, les mêmes infrastructures, le même suivi que les États-Unis? Exact. Je pense qu'on a les gens assez compétents ici. C'est juste que je peux pas payer mon préparateur physique 550 000 US. Il y a aussi ça, cette réalité-là. Tu donnes la moitié, en fait. Oui, c'est ça. Je le paye un peu moins bien, mais... Petite affaire. Exact. Mais la réalité, c'est que pour moi, c'est-tu vraiment la question d'un essai? Je pense que c'est le développement de l'athlète. Absolument. La dernière fois qu'on t'a reçu au podcast, tu étais coordinateur offensif aux Géants de Saint-Jean. Fait que, comme on en parlait un petit peu avant de commencer à enregistrer, moi, ce que je propose, c'est qu'on reprenne un peu ton parcours à partir de là jusqu'à ce que tu arrives à ton poste actuel et ton dernier poste qui est relativement nouveau, si on peut dire, d'entraîneur-chef aux Aigles de Hansik. Donc, si je ne me trompe pas, c'était en 2023 qu'on avait enregistré cet épisode-là. C'était avant la saison, c'était durant l'été. La saison 2023, peut-être que ça va paraître loin pour toi, mais qu'est-ce que tu te rappelles de ta saison 2023? Si je ne me trompe pas, c'était ta deuxième saison comme coordonnateur. C'était ma deuxième saison comme coordonnateur. Ça a été une saison quand même assez difficile. Ouais. On avait eu beaucoup de défis au niveau offensif dans l'équipe en général. Ça a été une saison là, où est-ce que, si je me souviens bien, là, on a fini comme 1-7. On a perdu notre carrière partant pour des raisons académiques durant l'été. Du moins le carrière qu'on projetait avec qui commençait la saison. Ensuite de ça, on est allé avec notre deuxième carrière, qui est un jeune homme que vous connaissez très bien, qui a relativement bien fait. Malheureusement, les blessures l'ont mis de côté, ce qui a fait en sorte qu'on a dû y aller avec un jeune carrière très prometteur, Oli Théroux, qui est rendu justement avec le Rouge et Or de l'Université Laval. Grosse transition pour le jeune homme de partir du civil à collégial Division 1 dans un système pro-spread. Donc, c'est pas juste lance le fade à Carignan, même si on essayait de le faire à son année recrue. C'est toujours une bonne idée de lancer le fade à Carignan, je pense. Exactement. On connaît l'histoire, le développement des deux jeunes hommes, puis ils ont eu une très, très belle carrière. Moi, j'ai eu la chance de les coacher à leur année recrue. Puis ensuite de ça, malheureusement, on a dû justement faire appel à un tight end fullback pour finir la saison en carrière. Donc, vous comprendrez que... Je te comprends tellement. C'est un scénario très, très, très commun au secondaire, cadet, juvénile. Maintenant, de le vivre dans une des ligues les plus compétitives au niveau collégial, ça reste que c'est quand même tout un défi. Puis à Saint-Jean, on sait très bien, c'est une communauté qui est très, très fière de son équipe. Donc, tu sais, à chaque année, la communauté s'attend à ce que les Géants de Saint-Jean soient une équipe qui compétitionne pour les séries éliminatoires, pour le bol d'or. Malheureusement, cette année-là a été très, très, très difficile. Il y a des parents qui s'en prenaient à des joueurs, des entraîneurs pour les insuccès de l'équipe. Donc, ça a été une saison qui a été
particulièrement challengeante pour moi, pour certains de nos joueurs. Mais JP a fait une super de belle job comme entraîneur-chef pour être capable justement de s'assurer que la chaîne ne débarque pas. Puis tu regardes justement le développement de cette équipe-là encore une fois en Division 1. Puis c'est une équipe qui, d'année après année, qui se bat justement pour faire les séries éliminatoires. Puis c'est une équipe là, qui se fait poacher leurs entraîneurs année après année. On le voit depuis le début avec Dom, avec moi, avec Dimitri. Je veux dire, Saint-Jean, c'est une pépinière à futurs entraîneurs universitaires, professionnels. Donc, je veux dire, JP, une chance que JP a des bons contacts. Il est capable de rendre toujours une bonne personne dans cette équipe-là. Mais sinon, pour moi, 2023, c'est ce que j'en retiens beaucoup de cette saison-là. Puis je dirais que c'est une des saisons qui m'a permis de me connaître davantage, pas juste comme coach, mais comme être humain aussi. De comment gérer ses... C'est facile quand tout va bien. L'année d'après, je m'en vais à l'Université de Montréal, on gagne une Coupe Vanier. Tu pars des deux extrêmes. Là. Tu viens de finir 1-7 en Division 1, puis là, tu gagnes le trophée le plus prestigieux au Canada dans le football amateur. T'sais. Donc, je veux dire, tu essaies de rester humble et honnête dans ton développement comme entraîneur au Québec. Mais que 2023, une année très, très, très challengeante d'un point de vue professionnel. Le foot, c'est une game de carrière. Là. Mais, ah bon? Ouais. Moi, je pensais que c'était les c'était à cause. Mais ça a l'air d'une évidence, mais tu l'apprends à la dure quand tu te rends où ce que tu t'es rendu, puis genre, nous autres, on l'a vécu l'année passée. Là. Ouais. Quand tu te rends à tes dernières solutions, que tu pensais même pas que c'était des solutions, là, c'est ça, tu l'apprends à la dure. Ouais. C'est comme plus jamais. C'est le moins possible. Le moins possible. Oh, mon Dieu. Ben, Pierre, tu dis ça, mais pour mettre les gens en contexte, c'est que pour une panoplie de raisons différentes, l'année dernière, en saison 2024, on était rendu à notre troisième carrière, toi puis moi. Tu peux même dire quatrième, si tu veux. En fait, on était rendu au tight end. Au tight end kicker. Exactement comme Rémi. Ouais. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, Pierre a réagi comme ça quand il a dit qu'il comprenait exactement ce que tu voulais dire. Mais toi, d'un point de vue coordonnateur offensif, parce que, comme Pierre l'a mentionné, le carrière, c'est une position qui est importante. Puis, encore plus au cégep, les gars, ceux ne sont pas des imbéciles. Mais quand tu arrives à ton premier meeting puis tu es rendu à ton troisième carrière, comment toi, tu as géré cette situation-là avec ton offensive? Tout est une question de culture d'équipe aussi. Puis à Saint-Jean, on avait une belle culture. Offensivement, j'essayais d'inculquer notre culture offensive, de travailler ensemble dans la même direction. Puis évidemment, les gars sont conscients. C'est difficile maintenant dans une situation que quand tu rentres dans un match, tu veux pas que les gars se disent pourquoi on joue ce match-là, on va perdre anyway. Puis à ce que je sache, tous les matchs que j'ai joués dans ma vie, ça commence toujours 0-0. Fait que c'est rare que je suis rentré dans un warm-up et je suis comme on perd déjà 17-0 puis la game n'est pas commencée. Fait qu'il y a des équipes, des fois, c'est le sentiment qu'ils ont, mais nous, ce qu'on avait à Saint-Jean, c'était justement la façon de comment la saison s'était développée. Ça avait justement, je veux dire, rapproché certains joueurs. Évidemment, il y avait certains individus dans le vestiaire qui étaient un petit peu plus pessimistes que d'autres, mais le groupe, je veux dire, avec qui on avait confiance puis avec qui on pouvait aller gagner, ont comme décidé de justement jouer pour ses chums, jouer pour les bonnes raisons, je veux dire. C'est la raison de pourquoi tu as décidé de jouer au football. C'est de jouer avec tes amis. C'est un des plus beaux sports au monde. Fait que les changements de carrière faisaient en sorte que quand on a amené Mathieu Barsalou à la position de carrière, les gars savaient ce que Mathieu faisait. C'est qu'il mettait, si on veut, son développement à la position de tight end pour ses chances d'aller à l'université de côté un petit peu pour le bien de l'équipe. Fait que tout le monde respectait ce jeune homme-là. Donc, les gars, par respect, arrivaient sur le terrain puis essayaient de tout donner. On le savait qu'on était limité. On savait que défensivement, l'autre bord, il allait jouer dans nos faiblesses puis que ça allait être challengeant. Mais on a quand même fini la saison contre le Vieux-Montréal. On a perdu par quelques points. Mathieu Barsalou a fini par être le joueur par excellence de la semaine. Fait que c'était comme un peu la fierté des gars que leur coéquipier avait du succès et qu'on était capable de compétitionner malgré tout ce qui s'était passé durant la saison. Puis ça a été une belle histoire dans le processus du recrutement aussi
parce que ça l'a permis d'aller chercher d'autres bons joueurs de foot aussi en tant que tel, à cause que c'était pas juste 1 et 7 qui recrutaient, c'était la famille des Géants de Saint-Jean qui recrutait. Puis c'est ce qui a été capable de faire la différence. Fait que c'est pas qu'est-ce qu'on fait, c'est comment tu builds ta culture d'équipe pour que peu importe ce qui va se passer, ta culture d'équipe, c'est vraiment quand les temps sont difficiles, pas quand ça va bien. Fait que ça nous a juste démontré qu'on avait quand même une culture qui était forte, qui se faisait challenger par certains joueurs, mais c'est pas quand est-ce que mon troisième carrière se blesse que là, il faut que je fasse de quoi. C'est qu'est-ce que tu prépares depuis le début. Puis c'est la raison pourquoi c'est si important d'avoir une culture d'équipe, parce que tu peux pas juste avoir toujours les bons outils au bon moment quand ça la donne. Faut que tu sois capable d'anticiper ces choses-là d'avance pour avoir du succès avec ton équipe, peu importe ce qui est devant toi. Puis c'est ce qu'on avait fait un peu comme équipe. Puis ça nous a-tu donné des victoires? Non. Est-ce que ça l'a permis aux gars justement de passer à travers cette saison difficile-là, je dois dire, avec des souvenirs quand même agréables? Je dirais que oui. Je suis pas sûr que 90% de l'équipe aimerait revivre cette saison-là, mais ça reste que on reparle de 2023, puis on en rit, on en sourit, au lieu d'en pleurer. Puis je pense que ça a été mené de main de maître de notre chum JP Bégin. Tu vas l'aimer, celle-là. Attends. Là, tu as parlé de... Je sais qu'est-ce que tu vas dire. Ouais. Tu as parlé de... Il a mis son développement de côté en acceptant de jouer là. Ouais. Puis toi, t'as par la suite, ironiquement, été en charge du recrutement à l'université. L'as-tu mis de côté son développement ou, justement, comme personne, comme joueur, il a pratiqué, entre guillemets, un autre aspect de sa personne, c'est-à-dire d'accepter un défi, de relever un défi qui, sûrement, il ne s'attendait pas à devoir aller à cette position-là. Tu sais, parce que là, sans rentrer dans les détails, nous autres, ça aussi, là, c'est un grand défi là, de proposer à un jeune de changer de position. Souvent, maintenant, on l'a présenté de même cette année, mais maintenant, qu'est-ce que je dis, c'est... on le fait pas... parce que souvent, les jeunes sont très... recentrés sur eux-mêmes. Réticents. Ce que j'aime dire, c'est que tout le monde est le personnage principal dans son film. Ouais. Et on oublie que tous les autres aussi sont le personnage principal dans leur film, dans leur tête. Mais en tout cas, continue. Dans un contexte de sport d'équipe où que tu veux regarder le même principe, le personnage principal, en fait, c'est l'équipe. Là. C'est pas... mais c'est ça... En fait, la question, c'est à quel point il l'a mis de côté ou justement, ce gars-là, il a... Ce qu'il a mis de côté, c'est de l'expérience. À sa position. Mais pour acquérir un autre type d'expérience. Mais, ça reste que c'est un jeune homme qui a joué carrière une bonne partie de sa jeunesse. Ça reste que c'est un jeune homme avec qui j'avais fait Football Québec U16 à la position de tight end, fullback. On le savait qu'il y avait un beau potentiel à cette position-là. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que quand tu es dans des changements de position comme ça, les gars pensent toujours, est-ce que tu penses que ça va me faire mal au niveau universitaire? Puis la question, c'est, ça dépend toujours de t'es qui. Puis pour moi, quand Mathieu a fait le move, j'y expliquais, je dis, Matt, ça va en dire encore plus sur toi. Parce que de faire ce move-là, ça en dit énormément. À Antique, on a un jeune homme qui a fait exactement la même chose l'an passé. Puis il est inquiet de son développement puis son recrutement. Puis je lui expliquais justement à ce jeune homme-là que rendu où est-ce qu'on va être rendu, c'est facile de te vendre à cause que tu es un team player, tu es un gars d'équipe, tu es un gars de culture, tu es un gars que tu veux dans ton équipe, même si tu n'es pas le meilleur joueur à ta position au Québec. Fait que pour moi, est-ce que ça a retardé son développement? Ça dépend pour qui. Parce que Mathieu Barsalou, est-ce que ça a développé son développement? Ben peut-être parce que ça faisait pas 12 ans qu'il jouait à cette position-là. Peut-être que les 4 semaines de plus auraient pu l'aider à mieux comprendre une technique ou mieux comprendre quelque chose. Mais ce temps-là, il a investi ailleurs. Fait que pour moi, un jeune homme au secondaire, tu fais un changement de position, à moins que ça fait 8 ans que tu joues parce que tu as commencé vraiment, vraiment jeune, je veux dire, peut-être, mais sinon, ça fait 2 ans que tu joues, 3 ans. Au contraire, c'est peut-être une nouvelle porte qui s'ouvre pour toi, pour justement ouvrir d'autres portes au niveau collégial. Parce que si tu étais un DB puis là, tu joues receveur ou vice-versa, ben on ne sait jamais ce qui va se passer dans ton développement si on ne l'essaye pas ou si on ne le teste pas. Fait que pour moi, un gars comme Mathieu Barsalou qui a fait ce move-là, ça faisait juste ajouter, c'était juste une valeur ajoutée dans son processus de recrutement que
c'est un gars d'équipe, c'est un gars qui est prêt à faire n'importe quoi pour le bien de son organisation. Puis quand je suis arrivé à l'Université de Montréal l'année d'après, c'était un no-brainer. Je disais, les gars, je vous le dis, ce gars-là, il nous le faut dans notre équipe. Puis c'est ce qu'on a fait. Puis présentement, il est à sa 2e année. Il a été habillé tout l'an passé avec nous autres. Je veux dire, cette année, il est projeté pour avoir un peu plus de temps de jeu à cause des départs à sa position. Je veux dire, ça a-tu vraiment ralenti son développement? Je pense pas. Mais ça reste que au moment où on a pris la décision, on était conscient que le mois d'expérience, on ne pourrait pas aller le rechercher de cette façon-là. Non, je crois. Fait que c'est comme ça qu'on l'avait amené. Mais tout est variable. Ça dépend tellement du jeune, ça dépend tellement de son caractère, ça dépend tellement de qui il est. Fait que je veux dire, c'est un... J'aimerais ça avoir la réponse parfaite pour les jeunes secondaires qui chialent pas et qui se plaignent pas, mais... Mais tu sais, ils ont des préoccupations, c'est super correct, comme tous les jeunes. Mais c'est ça, tu sais, lui, on va le dire même, là, il en a pris une pour l'équipe. 100%. Au final, tu sais, il s'est développé comme personne, comme joueur aussi, mais il en a pris une pour l'équipe. Ça aurait été... La solution facile, ça aurait été de dire « Hey, je vais pas risquer d'avoir la fou, fait que genre, je vais pas », mais... Ouais, ça... C'est un gars qui a baillé dans... Je veux dire, c'est un gars qui était toujours dans le bureau, on jasait de football, on s'assurait sa préparation était incroyable. Je veux dire, c'était... Ce kid-là, j'en prendrais 26 dans mon équipe. Ouais. Tu savais que ça s'en allait là? Ben absolument, absolument. Puis si il t'avait dit, Mathieu Barsalou, « Ah, mais là, coach, je veux pas. » Tu l'aurais coupé. C'est pas vrai. On était rendu dans une position où est-ce que, je veux dire, on aurait joué du Wildcat parce qu'on avait 2 bons porteurs de ballon. On aurait trouvé des solutions. Je dis toujours que je suis un éternel positif. Fait que, je veux dire, le temps que tu mets à être négatif ou justement à être découragé ou quoi que ce soit, c'est du temps que tu perds à être positif et à trouver des solutions. Ça prend autant de temps à avoir une réponse positive qu'une réponse négative. Fait que maintenant, c'est juste, il faut que tu programmes ton cerveau en conséquence. T'sais. Fait que pour moi, si Mathieu Barsalou me dit « Coach, je suis vraiment pas à l'aise à jouer cette position-là », j'aurais respecté sa décision. Puis j'aurais probablement dit à notre autre running back qui avait déjà joué running carrière, « Hey, qu'est-ce que tu penses qu'on développe un système heavy wildcat? » C'était pas là où est-ce que je voulais aller à cause que la profondeur à porteur de ballon était plus difficile cette année-là. Fait que j'étais content d'avoir mes 2 porteurs puis qu'on soit capable justement d'essayer de courir le ballon parce que tout le monde le savait qu'on allait courir le ballon. Mais c'est de cette façon-là de comment je l'aurais géré. Comme au lieu de faire comme « Ah ben là, t'es donc pas nice. » Comme, non, c'est comme genre, c'est correct, je respecte ça. On va trouver une autre solution. Puis it is what it is. À ce que je sache, je le paye pas 3,5 millions. Fait pas encore, hein? Pas encore. Qui sait? Peut-être que les Nils, ça sera bien au Canada. Le NIL, hey, je te donne 2 juniors au poulet, même si tu viens chez nous. Peut-être. Peut-être que Sport Expert va commencer à envoyer des chèques à gauche, à droite. Là. Who knows? Who knows? Ouais. Donc, la saison 2023 au Saint-Jean, wow, au Géant de Saint-Jean, c'est ce que je voulais dire. C'est pas passé comme on aurait voulu que ça se passe. On l'a comme semi-sport tantôt. L'année suivante, t'as transféré. T'es rentré dans le transfer portal. Bien sûr. Puis t'as commit. Non, mais t'as obtenu un poste au Carabin de l'Université de Montréal. Parle-nous un peu du poste que t'avais, puis comment la transition s'est faite entre ces 2 programmes-là. Ouais. Mon départ, puis je vais revenir un peu à Sherbrooke, ce qui m'a amené à Saint-Jean. À l'Université de Sherbrooke, j'ai travaillé avec du monde incroyable, avec qui j'ai encore des relations très fortes présentement, parce que je voulais me rapprocher d'un poste d'entraîneur-chef. Je voulais me rapprocher un petit peu plus du niveau administratif. Je sentais que mon opportunité à Sherbrooke était même pas secondaire, était comme vraiment plus loin. C'était pas les plans à l'Université de Sherbrooke que je me rapproche d'un poste comme ça. Puis je le respectais, je le comprenais, puis sans même me l'avoir dit ouvertement, on voit où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui. Puis c'est Kevin Régimbal qui est rendu l'entraîneur-chef. À Saint-Jean, c'est ce qui m'a donné l'opportunité de me rapprocher d'un poste comme ça, en étant le coordonnateur offensif, mais aussi l'assistant entraîneur-chef. J'ai été impliqué un petit peu plus dans les meetings administratifs, les meetings de ligue avec notre responsable des sports. Moi, j'aimais ça. Les X and O's, j'aime ça, mais j'aime gérer une organisation. J'adore prendre soin de mon monde, puis j'aime ça développer quelque chose.
entre-temps, ben c'est sûr que la saison 2023 a été challengeante. Ensuite de ça, ben Marco et Lucas communiquent avec moi, dire qu'il y a de l'intérêt de peut-être créer un poste à l'Université de Montréal qui sont dans mes cordes. C'est quoi le poste? C'est coordonnateur du recrutement. Pour moi, coordonner le recrutement, c'est ce qui se rapproche le plus d'être entraîneur-chef. Parce que c'est la matière première de ton équipe. C'est tes étudiants athlètes. Fait que de recruter ces joueurs-là, moi, il n'y a rien qui me passionne le plus que ça dans le football. Tu me dis, tu crées un playbook aujourd'hui où tu builds un board de recrutement. 11 fois sur 10, je fais comme je build le board de recrutement. Pour moi, c'est la chose la plus importante, c'est la chose la plus intéressante. Peu importe ce que tu vas rouler comme scheme, si tu n'as pas les athlètes pour le faire, tu vas toujours atteindre ta limite sans te rendre au but ultime. Fait à l'Université de Montréal, coordonner le recrutement, il n'y a rien de plus excitant que ça. Je veux dire, tu fais partie des top 3 meilleurs programmes au pays. Année après année, les meilleurs joueurs veulent déjà venir jouer chez vous. Fait sans dire que je prends aucun mérite dans le processus du recrutement, mais je veux dire, recruter à l'Université de Montréal, je veux dire, ça vient avec ses forces. C'est vraiment, vraiment le fun. Sachant que c'est un poste qui avait créé pour moi, qui voulait que ce soit moi qui le fasse. À mon alma mater, je veux dire, ça a été un no-brainer. Partir de Saint-Jean n'a pas été facile, mais d'arriver à Montréal, je retrouvais mes pantoufles. Je retrouvais mon sepsum, je retrouvais ma station de métro. C'est comme je revivais ce que j'avais vécu au niveau universitaire, mais comme plusieurs années plus tard. Puis d'avoir la chance de travailler avec mes mentors, avec mes meilleurs chums à l'université, ben, je veux dire, c'était un no-brainer. Oui, est-ce que je prenais une diminution au niveau de mes tâches football? Clairement, parce que je suis parti de coordonnateur offensif, entraîneur de porteur de ballon, mais j'aimais ce défi-là. J'aimais le challenge de pouvoir contribuer à une position hyper talentueuse, un groupe plutôt, je veux dire, très talentueux, puis d'être capable de travailler avec un autre excellent coach de ligne à l'attaque en Mathieu Pronovo. Je disais, moi puis Matt, les deux ensemble à gérer la boîte offensive, je veux dire, c'était incroyable. Pour Matt, quand on parlait de protection, que ça me prenait 5 secondes de comprendre où est-ce qu'il allait, j'y rendais la vie facile comme il me rendait la mienne facile aussi. Fait que, je veux dire, c'était une ambiance de travail hyper le fun, hyper agréable. Puis de travailler avec Gab, qui était mon carrière pendant 3 ans, je veux dire, j'ai protégé ce gars-là, j'ai au bat pour lui. J'étais peut-être tannant, désagréable parce que je le challengeais tout le temps comme coach, mais ça reste que je l'ai toujours fait avec amour parce que c'était quelqu'un que j'appréciais et que j'aimais énormément. Puis après ça, ben, travailler avec le staff défensif, travailler avec Prunes, travailler avec Denis, travailler avec JS, je veux dire, je m'en ennuie encore aujourd'hui parce que c'est tellement du bon monde. Tu passes à coacher, à être entraîneur-chef collégial, tu es seul dans ton bureau à un crew de 7-8 coachs à temps plein. C'est sûr que c'est mon meilleur ami, c'est rendu ChatGPT quasiment. Là, quand conte-moi une blague. Ouais, c'est ça, exact. Fait que non, comment je vais? Ouais, non, tu poses pas cette question-là. Mais c'est là qu'on en est rentré dans la transition. Fait que je suis parti de l'Université de Sherbrooke pour me rapprocher d'un poste d'entraîneur-chef. J'ai appris énormément à Saint-Jean avec JP. Marco est venu avec un offre super alléchante. J'ai décidé de relever le défi. J'ai passé 2 ans là-bas. Puis ensuite de ça, the rest is history. Coordonnateur de recrutement et entraîneur de porteur de ballon. Ouais. Donc, c'est ça. C'est ça le poste. Exact. Quand tu arrives là, c'est quoi à quoi ressemble le groupe de joueurs, le groupe de porteurs de ballon duquel tu hérites? La réalité, c'est que quand je suis arrivé à mon année, ma première année là-bas, je veux dire, on avait un groupe de vétérans qui avaient soif, qui avaient faim, puis il y avait une opportunité qui se présentait à eux. Pourquoi? Parce que c'était le départ d'un porteur de ballon vétéran qui était là depuis plusieurs années, qui a gradué puis qui a quitté. Ce qui faisait en sorte que la place était ouverte. Donc, les gars se présentaient sur leur A+ à tous les jours. C'était des travaillants. On avait des Glodia Lafou, Red Valqueta, Rémi Lambert, on avait des Lichon Dubois, on avait Lucas Dembélé. Je veux dire, comme
pour de vrai, on pouvait aller jusqu'à running back numéro 7 sur le terrain, puis on n'avait pas de l'air des fous. C'était plus que du luxe. C'était du gros luxe. Fait que d'avoir des jeunes hommes qui étaient passionnés, motivés, qui voulaient justement apprendre, qui avaient soif d'apprendre. J'amenais une philosophie beaucoup plus, je veux dire, axée sur la ligne à l'attaque. Puis ensuite de ça, ben, c'était le développement des porteurs. J'ai eu la chance d'apprendre d'un des meilleurs coachs de running back en Amérique du Nord, qui était Shard Choice, qui est maintenant le coach de running back aux Lions de Détroit. C'était le porteur de ballon, c'était l'entraîneur-chef des porteurs de ballon l'entraîneur-chef. C'était le running back coach à l'Université du Texas. L'entraîneur-chef, non, mais c'est... Dis-le. On n'est pas tous l'entraîneur-chef de notre position quand on coach une position. C'est vrai. T'es le coach de ta position. Fait que c'est pas faux. Ouais. Fait que, il avait coaché Shard Choice. Il avait coaché Gibbs quand il était à Georgia Tech. Il a coaché Bijan, Roshan, Jonathan Brooks, CJ Baxter. C'est comme... Il développe l'excellence à cette position-là. Fait que moi, j'ai amené beaucoup le développement de la position technique, athlétique à l'Université de Montréal. Mais après ça, je l'ai comme peaufiné avec mes connaissances puis mon knowledge de la ligne à l'attaque. Fait que les gars comprenaient encore plus ce qui se passait dans le box que ce qui pouvait se passer auparavant. C'est beau faire des ladder drills, mais comment tu fais pour être plus efficace dans ton tempo, dans ton timing, sur tes gap schemes? Comment tu fais justement pour être capable de bien lire le déploiement de la ligne sur du les protections quand tu joues contre Guillaume Boucher, quand tu joues contre Coach Fortier, quand tu joues contre les DC quand tu sors du pays, comme quand on joue contre Western avec les nouveaux fronts et tout. Il faut que les gars s'adaptent rapidement. Fait que d'avoir cette confiance et ce calme-là dans la gestion des protections et dans le développement des schemes au sol faisait en sorte qu'on avait des mini-experts de la O-line. Fait que c'était merveilleux la cohésion entre les deux unités. Les discussions et les frustrations étaient au-delà de « je veux plus souvent le ballon ». C'était comme genre « pourquoi le guard log au lieu de kick-out dans ce look-là à cause que le rush avait été upfield ». Puis là, t'es comme genre « OK, nice ». Comme... Puis hey, la O-line, la protection, il avait callé telle affaire, on était supposé dans un 4-man slide, puis là, lui, il n'est pas allé du bon bord. Là. J'ai dû prendre son gars, puis tout, je suis comme « Hey, let's go, man, là. Now we talking ». C'est pas juste genre « je peux-tu juste couper le gars qui blitz ?» Non. C'est comme genre, tu peux pas faire ça. Glady coupait le bon gars. Comme genre, au moins. Il faisait un highlight reel. C'est probablement le meilleur cutter que j'ai coaché de ma vie. Ce gars-là est incroyable. Mais c'est... Tous les joueurs défensifs le saluent. Ouais. Les rotules, là, ici, à gauche. Mais honnêtement, c'était un super beau défi. Puis, je veux dire, c'est ce qui était difficile, de choisir le gars. Donc, les 2 années que j'étais là, ça a toujours été un comité. Puis, on a toujours essayé de jouer dans l'excellence de ce que les joueurs étaient capables de nous donner. Fait que Glady était excellent en protection de passe. Lucas Dembélé, c'était un super bon receveur. Red Valqueta, c'était un super bon runner. Puis tous les autres joueurs avaient leurs attributs qui leur donnaient une opportunité de voir du terrain ou du moins de challenger le line-up à chaque semaine. Fait que c'était un défi incroyable d'être capable de toujours mettre le bon joueur au bon moment sur le terrain. Et Dieu sait qu'au football canadien, on en a parlé. T'sais, Lucas Dembélé, l'an passé, finit All-Canadian. Je pense qu'il y a eu comme 46 portées. Le porteur numéro 1, je pense, All-Canadian avait genre plus que 100 portées. Fait que c'est comme... Ça dépend toujours de ta ligue, ça dépend toujours de ton système, mais ça reste que c'est pas une ligue où est-ce que tu veux courir le ballon. C'est surtout ça l'affaire. Fait que de bâtir des porteurs de ballon comme ça, de les mettre sur les équipes d'étoiles, puis de faire des All-Canadians, c'était une belle reconnaissance pour le travail acharné du groupe et non juste de l'individu. Tu passes d'une saison où il faut que tu gères... Je vais pas dire un manque de talent, là, c'est pas ça, là, mais on va dire un manque d'effectifs où tu es dans une position que tu cherches des solutions à quasiment l'inverse, à gérer comme... Top dog. Tu peux pas avoir trop de talent, là, mais à gérer, ça demande une autre gestion, mais ça reste un défi pareil de gérer une équipe où il y a beaucoup de tu le dis, là, des All-Canadians, puis genre, il s'est rendu là, puis il avait du talent, puis le 7e, il était assez bon pour jouer.
c'est un défi, ça, pour une équipe 100%. comme les Carabins ou n'importe quel gros programme de gérer des attentes, en fait. Parce que ces joueurs-là, ils ont des attentes. Comment vous le faites, vous? Je vais remettre la même cassette, tu sais, tout est une question de culture, tu sais, puis je veux dire... Mais vous l'expliquez aux joueurs, dans le sens... on en parle ouvertement, tu sais, puis... Tu sais, vous l'accusez, là, vous faites... Hey, là, tu sais, mettons ton 7e, là, comment tu y expliques que... OK, là, regarde, là, t'es 7e. T'es vraiment bon. Tu serais capable de jouer. Ouais. Mais t'es 7e. Tu sais, comment qu'on gère ces attentes-là? Comment que... Tout se dit, mais tout se dit de la bonne manière, tu sais, puis je veux dire, ce qui peut être difficile dans le milieu du coaching, des fois, c'est de prendre l'information qui est dit en staff puis de l'amener sur le terrain parce que je veux dire, c'est comme it's bad business. Tu veux pas être capable, tu veux pas faire ça, mais il n'y a rien qui m'empêche de dire la vérité aux joueurs. Comme si présentement en protection, tu as de la difficulté là, puis que notre système tourne alentour de Joe Sénécal, puis qu'on veut lancer le ballon, ben j'ai besoin d'un porteur de ballon présentement qui est capable d'être le plus efficace en protection de passe. Puis pour être capable de te backer, moi je suis un gars de data, je suis un gros fan de baseball, fait qu'il faut que j'aille des données. Fait qu'on gradait tout. Tu sais, je gradais tout à la position. Fait que moi, je pouvais arriver puis je pouvais dire à mon porteur de ballon, tu vois, en protection de passe, toi, tu es à 63,4 %, mais ça te place, mettons, 5e dans le groupe. Puis, as a runner, ben, tu es à 68,9 %, puis tu es 3e à porteur. Mais quand on fait l'average puis nos besoins, présentement, on te grade à cette position-là. Fait qu'est-ce que tu peux faire? Voici ce que tu peux, sur quoi tu peux travailler. Puis ensuite de ça, ce qui est le fun, c'est que vu que tout est gradé, tout est codé, qu'on a accès à tout, ben, je suis capable de dire à mon running back, présentement, tu as de la difficulté versus un inside pressure. Parce que off the edge, tu fais une super de bonne job. Fait que là, on va travailler sur des exercices où on va donner les outils à notre jeune pour qu'il soit capable justement de le faire soit par lui-même ou soit en extra, pour qu'il soit capable justement d'élever son jeu dans cette situation-là. Mais pendant que je le fais avec mon 7e, je le fais avec mon 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Fait que tout le monde devient meilleur. Fait que d'avoir une culture d'excellence, on en parlait à l'Université de Montréal, la famille puis la compétition, il faut que tu aies des gars qui compitent. Les gars qui ne veulent pas compete, ils vont quitter le navire de toute façon. Ce qui est difficile, c'est que quand tu as des bons joueurs qui ont une opportunité, qui la perdent, qui la regagnent et qui la repèdent, souvent, la discussion, c'est comme est-ce que je passe à autre chose ou je continue de travailler? Puis c'était souvent là que c'était difficile, parce que tu veux amener le joueur à prendre la meilleure décision pour lui, parce que c'est ce qui est important. C'est pas prendre la meilleure décision pour moi puis d'être selfish comme coach puis de garder un bon porteur de ballon puis de le mettre 5e, 6e puis qu'il n'y ait pas de dress à chaque semaine puis de lui demander à chaque pratique de se pointer puis de performer, sachant très bien que les chances qu'il revoie du terrain sont minces. Fait que ça a toujours été ça qui était difficile parce que tu veux dire la vérité aux jeunes que présentement, ben, ce qui se passe, tes contre-performances t'amènent dans cette position-là. Maintenant, ta présence sur les unités spéciales, je veux dire, je suis pas coach des unités spéciales. Moi, à la fin de la journée, je ne vais pas aller voir mon special team coordinator et dire hey, tu peux-tu, pour $20, faire jouer ce gars-là? C'est pas même ça fonctionne. Fait qu'il faut que les jeunes méritent. C'est au moins 30$. Exact. Au moins 30. C'est 3 unités. Fait que ce qui est important, c'est que ces jeunes-là se développent, que ces gars-là se développent aussi avec les unités spéciales. Parce qu'à running back, il y en a un sur le terrain. Puis on en habille 3, puis max 4 des fois, dépendamment de nos disponibilités. Fait que, je veux dire, il faut que ton numéro 2, numéro 3 soit capable de contribuer aux unités spéciales. Tu peux pas juste être un porteur. Fait que des fois, tu as un super bon runner, mais ces unités spéciales, il est comme... Ouais. comme il n'est pas sur la liste. Fait que c'est ça qui est le défi constant de toujours mettre le bon personnel, le bon joueur au bon moment. Fait que les gars comprenaient que si tu voulais faire partie du top 3 à l'Université de Montréal, il fallait que tu sois capable de contribuer sur les unités spéciales ou être excellent en offensive dans une des 3 phases, qui était le blocking, running ou le catching. Fait que, je veux dire, il y a des gars qui étaient indispensables à cause que c'était nos meilleurs bloqueurs en protection de passe. Il y a des gars qui étaient indispensables parce que c'était nos meilleurs runners. Puis il y a des gars qui étaient indispensables parce que dans le passing game, à partir de running back, on avait besoin d'eux. Fait que maintenant, t'es où? Ouais, tu retrouves des rôles. T'as pas le choix. Ouais. T'as vraiment parce pas le choix. Je reviens à ça, mais
là, on parle de running back, mais vous aviez des bons receveurs aussi. Là, si tu demandes... Ben, c'est ça. On n'a pas assez de temps pour parler de toutes les positions. Là. Fait que là, tu sais, mettons, t'as des bons receveurs tout partout. Là, tu demandes à ces gars-là, OK, ben c'est quoi vos objectifs pour la saison? Puis là, ils te sortent, moi, je veux scorer un touché par match, puis je veux avoir 100 verges à tous les matchs. Ah, mais là, les gars, vous ne l'aurez pas toutes, là. Puis ils ont le potentiel. Ils sont tous capables de le faire. Mais c'est ça que je veux dire. Moi, avec le temps, c'est ça que je me suis rendu compte. Là, je n'entends déjà comme tu me feras pas pleurer quand tu as trop de talent. Là, mais ça demande quand même ça reste un défi. Là. Ben, ça reste que. Si tu prends pas le temps d'y penser, ça va te revenir d'en face à un moment donné. Là. Ben, contrairement à d'autres équipes que eux, justement, veulent du talent, veulent avoir des joueurs talentueux dans leur équipe pour être capable de compétitionner pour les séries puis aller plus loin que ça. Je veux dire, souvent, ces équipes-là ont une bonne culture forte. Tandis que nous, maintenant, ce qui arrive, c'est que quand tu as beaucoup de talent, tu peux avoir beaucoup de joueurs qui deviennent individualistes. Puis c'est souvent... Le talent va souvent faire mal à ta culture. Puis c'est important d'être capable, justement, de garder ces joueurs-là proches, puis d'être super discipliné, structuré et, je veux dire, faut que tu tiennes à ta culture. Comme entraîneur, tu n'as pas le choix. Ton meilleur joueur diverge de là, ça va faire mal à l'ensemble de ton équipe. Parce que si tu traites ton meilleur joueur différemment du reste de ton équipe, tu beau avoir tout le talent au monde, au moment que ton vestiaire est divisé, c'est le début de la fin. Puis il faut toujours faire attention parce que c'est beaucoup plus ça qui est challengé year in and year out dans une organisation comme Montréal. Faut que tu sois proche, faut que tu gardes tes gars proches, faut que les gars adhèrent à cette culture-là. Faut pas que les gars pensent à eux, faut pas que les gars soient selfish. Ah ouais, mais moi, si je m'entraîne avec tel préparateur physique, je vais être bien meilleur et tout. Mais le fait qu'on ne te voit pas avec nous, ça fait en sorte que tous les autres gars qui te regardent, qui t'idolisent, qui sont comme genre I wanna be that guy, mais finalement, c'est comme genre ah ben c'est pas grave, s'ils ne s'entraînent pas avec nous maintenant, je peux aller faire autre chose. Fait que c'est ce qui peut arriver dans plein d'organisations. Puis un de mes mentors, qui est Steve Sarkisian, je veux dire, il a sorti des joueurs incroyables de Texas parce que les gars n'adhéraient pas à la culture puis qu'ils pensaient juste à eux. Puis je veux dire, moi je suis un gars comme ça. Je veux dire, tu peux être mon meilleur joueur, Antique. Tu peux être mon meilleur joueur. Si tu ne buy-in pas dans ce qu'on essaie de faire, je vais être le premier à appeler les autres cégeps pour te dire comme « Hey, ce gars-là, il veut transférer, j'ai aucun problème. » Il fait juste pas adhérer à notre culture. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Ça veut peut-être juste dire que lui, ses attentes sont contraires, sont complètement différentes puis divergent des autres. Je ne vais pas laisser un jeune dans notre équipe vouloir briser ce qu'on essaie de bâtir parce qu'il y a 80% de ton équipe qui adhère là-dedans et qui va dans la bonne direction. Maintenant, c'est comment tu gères tes deux extrêmes. Est-ce que tu mets plus de temps dans ton bottom 10 ou tu mets plus de temps dans ton top 10? Fait que ça dépend toujours de ce que tu essaies de construire puis de bâtir. Fait que pour moi, avoir beaucoup de talent, je veux dire, il faut que ma culture soit forte puis il faut que je sois... Faut que je tienne mon bout. J'ai pas le choix. Je peux pas bender pour du talent quand t'en as trop. Non, je comprends. C'est vraiment ça. Parce que quand tu es une équipe qui est à la recherche de joueurs talentueux, souvent ce qui arrive, c'est que ta culture est tellement forte que vu que ta culture est forte, ben, elle va être capable de casser ton joueur qui est hyper talentueux. Mais là, maintenant, quand tu as trop de talent, maintenant, c'est comme... Là, c'est ma responsabilité comme entraîneur de m'assurer que on suit la bonne direction puis qu'on ne suit pas la direction de Johnny puis Tommy puis tel gars parce que là, c'est là que ça commence à froisser l'équipe puis à briser les liens. Fait que c'est un défi. Si tu y penses faut pas, être prêt pour ça. si tu le prends pour acquis, tu te dis hey, c'est sûr qu'on va gagner. Là. Check sur papier. Sur papier, on a la meilleure équipe, c'est sûr qu'on gagne. Jusqu'à temps qu'on est rendu 3e et 3. Puis que tu regardes le gars à côté de toi, puis t'es comme genre, il va te faire la job. Ouais. Fait que là, t'es pas sûr parce que t'as pas buildé une relation avec lui ou tu lui fais pas confiance. Fait que là, t'essaies d'en faire un peu trop. Puis là, finalement, c'est toi qui se fait avoir. T'sais. Puis là, t'es comme genre, shit. T'sais. Fait que c'est cette confiance-là sur le terrain qui se bâtisse dans la salle de musculation, quand on court au track, pas au beach club. T'sais. Comme genre, c'est pas comme ça que tu développes une équipe gagnante. Faut que ton core, faut que ton 80%
peu importe ce qui va se passer, peu importe la situation qui va leur être présentée devant eux autres, ils vont être capables de répondre à cause qu'ils ont été, je veux dire, built, qui ont travaillé ensemble dans la même direction, dans le même objectif. Pour ne continuer de leur taper sa tête avec ça. Ça, note le temps, il faut clipper ça là, pour tous les jeunes qui sont. Hein, je me suis abonné à mon gym à côté de chez nous. J'allais m'entraîner là. Pourquoi tu parles comme ça, Pierre? Ouais, excuse. Ben, puis tu sais, il y a du monde qui ont leur... J'avais personne en tête en plus. T'es enragé. Il y a du monde qui ont leur business, tu sais, puis qui font une super de bonne job, puis qui développent des bons athlètes, puis que les joueurs, leur testing, tu sais, c'est comme... L'affaire avec ça, c'est qu'ils bâtissent une belle relation avec leur entraîneur privé, mais ils bâtissent pas une relation avec ses coéquipiers, tu sais. Puis, je veux dire, le plus gros défi qu'on a, toute organisation au football québécois, c'est la gestion de l'été. Tu sais, au mois de juin, au mois de juillet, comment je fais pour garder mon équipe ensemble puis qui traîne, ça, c'est le plus gros défi de 80-90% des organisations. C'est soit que tu le laisses aller ou soit que tu trouves des solutions. Mais l'hiver, je veux dire, pour moi, c'est un non négociable. Si tu fais partie de notre organisation, Hansik, tu dois t'entraîner avec eux. C'est plus facile parce qu'ils sont dans l'école. Oui, c'est plus facile, mais ils ont quand même l'opportunité de... Je suis au cégep, hey coach, j'ai plus de cours à partir de 1h, puis j'habite à 45 minutes, pourquoi je resterais au collège jusqu'à telle heure, whatever. Puis ça va faire l'université. Les gars, ont comme, hey, mercredi, j'ai rien, pourquoi je me lèverais à 6h le matin pour aller au workout avec les gars? C'est comme, faut que les gars adhèrent là-dedans. T'as pas le choix. Il y a toujours... C'est facile de trouver des excuses. C'est facile. Maintenant, de comme développer, d'être constant, puis de développer des bonnes habitudes de vie, ben c'est ce qui te permet de grandir comme être humain aussi. J'aimerais te challenger avec l'arrivée de nouvelles informations. C'est-à-dire, on reprend l'exemple de Mathieu Barsalou. Oui. Ben, Mathieu Barsalou, mettons que c'est un joueur extrêmement talentueux. Ben, je dis imaginons, mais c'est pas vraiment imaginons, parce que ce l'est, tu sais. Ouais. Puis là, t'es dans la situation, je reprends la même situation, tu sais, que là, on est rendu au première carrière, il est mort, deuxième carrière, il est mort, on est rendu au troisième carrière. Puis là, il dit, ouais, mais mon développement, coach, avec ce que tu viens de dire, est-ce que ta réponse change par rapport à buy-in dans la culture, puis buy-in, tu sais, parce que toi, tu as une vision de vouloir faire le truc pour l'équipe, puis lui a sa vision de son développement. Encore, on revient au concept de chacun le personnage principal dans son équipe. Puis, tu sais, j'essaie vraiment pas de te piéger ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment juste pour la discussion. Est-ce que ta réponse change? Ben, la réalité, c'est que ce qu'on a vécu, c'est que c'est tellement des situations atypiques que ça arrive tellement pas régulièrement que je vais pas commencer chaque année en disant à mon équipe, c'est comme genre, si on perd nos 3 QB, je veux que mon nose tackle soit prêt à jouer carrière. Là, qu'est-ce qui va arriver? Même tous les gars de l'équipe vont lancer des balles. Check coach, je suis QB, je suis capable. C'est comme, à la fin de la journée, c'est... Dans le coaching, il y a des choses que tu vas jamais revivre. Il y a des affaires que tu vas revivre aux 5 ans. Il y a des choses que, c'est comme genre, à 3 années, tu leur vis. Des situations comme ça, c'est tellement atypique. De comme, au niveau collégial, dans la situation où est-ce qu'on était, tu es supposé toujours avoir au moins 2-3 carrières qui sont capables de te donner une chance. Puis pour moi, adhérer à la culture, c'est dans l'ensemble de son rôle. Chaque position est définie. Comme mon unité est supposée d'être capable d'accomplir ça. La manière de comment on se tient, de comment qu'on se présente, de comment on va à l'école, à l'entraînement, ou whatever, peu importe. Qu'un jeune homme comme Barsalou m'aurait dit, coach, pour mon développement personnel, je pense que, est-ce que c'est selfish? Oui, mais est-ce que c'est une demande pas qui fait pas de sens, mais c'est comme genre, Big, on a besoin d'un QB, ça fait 2 ans que tu n'as pas joué QB, ça tente-tu de nous aider? Ça se pourrait que le jeune soit pas à l'aise là-dedans, puis ça, je peux le comprendre. C'est comme, demain matin, t'es caissier au McDo, on te demande d'être le CEO puis de gérer les états de compte. T'es comme genre, ouais, mais c'est au McDo, tu sais. ChatGPT. Ouais. Fait que, tu sais, je pourrais comprendre que ça met des gens dans une position inconfortable, puis ça, c'est le respect de l'humain. Fait que ça va pas au-delà de la culture, c'est le respect de l'individu en tant que tel, tu sais. Fait que il y a toujours des situations qui... Ce que j'essaie de mettre de l'avant, surtout dans notre organisation, c'est sois responsable. Prends le temps de m'écrire.
Je veux dire, s'il arrive de quoi dans ta famille ou que tu es malade ou quoi que ce soit, si tu me le dis pas, c'est une chose. Si tu me le dis, par contre, on est capable de discuter, on est capable de travailler avec ça. Fait que cette situation-là, avec Barcelou, si jamais il aurait dit non, ben, ça nous a ramené dans une conversation. Est-ce qu'il aurait changé d'idée? Peut-être ou non, mais nous, on aurait pris une décision d'aller ailleurs, puis on aurait été proactif dans ce processus-là. Fait que pour moi, est-ce que c'est quelqu'un qui adhère pas à la culture? Non, parce que peut-être qu'à la position de tight end, il est all good. Il fait tout ce qu'on lui demande, il buy in. Maintenant, je lui demande quelque chose qui va au-delà du réaliste. C'est tellement... C'est tellement une position importante carrière. Pour moi, c'est une gestion autre que gestion. Je l'aurais pas pris personnel pour la culture, mettons. Je pense pas que le receveur, si Arch Manning est blessé et qu'ils n'ont plus de QB, c'est comme genre t'adhères pas à la culture, on va te mettre dehors si tu veux pas jouer à cette position-là. Doesn't make sense. Dans ton poste de recruteur en charge du recrutement, on va dire même. Qu'est-ce que, tu sais, par quel bout tu prends ça? Là? Tu peux te pitcher, tu arrives là, tu peux te pitcher à gauche, à droite. Là, apprendre à connaître les joueurs de toutes les équipes possibles, contacter les coachs et tout. Qu'est-ce que tu fais quand tu arrives? C'était quoi ton plan? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu cherches? Cherches-tu les besoins de l'équipe ou tu cherches les meilleurs joueurs possibles? Ouais. Par quel bout tu prends ça? La première chose que tu as besoin, c'est que tu as besoin d'une liste. Tu as besoin de la liste des joueurs. Tu as besoin de baser, de créer ta banque de données. Donc, la première chose qui arrive, c'est que on est chanceux avec la RSEQ, on est capable d'avoir accès à une liste de joueurs, puis on est capable avec Excel de backtracker les finissants potentiels. Au niveau collégial, ce qui est le fun aussi, c'est que la majorité, l'ensemble des équipes collégiales ont des entraîneurs à temps plein. Donc, ils font une super bonne job d'envoyer la liste de finissants. D'autres font mieux que d'autres, évidemment. Fait que tu as toujours tes petits défis. C'est ta responsabilité comme coordonnateur du recrutement d'être à jour dans le développement réaliste d'une équipe collégiale parce que le line-up que tu as au mois de janvier versus le line-up que tu as au mois d'août a plein de changements, que ce soit pour des raisons académiques, des raisons personnelles, de transfert, whatever, peu importe. Il faut que tu aies une banque de données, je veux dire, à jour. Fait que c'est la première chose que je faisais. C'est je créais mon board, puis à partir de là, maintenant, on a accès à tous les matchs collégiales, fait qu'on est capable de regarder les games, créer un hyperlink pour avoir accès au highlight du jeune rapidement. C'est beaucoup plus facile pour un coordonnateur puis un coach de position. Donc, au moment que tout ça était monté, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu t'assieds avec l'entraîneur-chef. C'est quoi nos besoins? C'est quoi nos needs? Est-ce que tu veux impliquer les coordonnateurs? Est-ce que tu veux impliquer les autres coachs de position? Oui, parfait, merveilleux. C'est quoi tu recherches à Sam Linebacker? C'est quoi tu recherches à boundary corner? C'est quoi tu recherches à tackle? Qu'est-ce que tu cherches comme running back? Qu'est-ce que tu veux à carrière? Puis notre réalité fait en sorte que notre sorting se fait beaucoup plus rapidement à cause qu'on n'a pas les mêmes nombres qu'on pourrait avoir aux États-Unis. T'sais. En étant une institution francophone, je ne peux pas me permettre de dire OK, on va avoir un scout en Alberta qui va nous sortir les meilleurs prospects qui sont là. Fait que nous, notre gros défi, c'est quoi? D'échapper personne au niveau collégial, puis de backtracker tous les jeunes Québécois qui sont allés aux États-Unis. Fait qu'au moment qu'on a accès à toute cette banque de données-là, ben là, c'est là que tu crées tes besoins. Pourquoi les États-Unis, ils reviennent? Qu'est-ce que t'as fait? Certains reviennent, certains restent, mais je veux dire, c'est un autre débat. Ouais, Quand je reviendrai pour la 4e fois, j'adore ça, par exemple. On en parlera. Il est spicy. Je comprenais pas. Il parlait des États-Unis. Je sais pas, moi non plus. Moi, Excuse. Mais c'est ça. Au moment qu'on a cherché nos besoins, c'est quoi nos needs? Bon, ben là, maintenant, l'implication de certains entraîneurs. Il y a certaines organisations qui ne veulent pas impliquer les coordonnateurs ou qui ne veulent pas impliquer les coachs de position ou quoi que ce soit. Mais j'y avais pas pensé, ça. C'est un super bon point. C'est vrai que toi, là, si maintenant tu es en charge du recrutement et tu dis à ton coach linebacker, yo, j'en ai trouvé, là, sont bons, là. Ouais. Genre, puis ils te demandent, OK, mais sont-ils capables de faire ça? Puis t'es comme, j'ai zéro checké ça.
Oui, c'est vrai. Fait que souvent, ce qu'on faisait, c'est qu'avec les coachs de position, on passait à travers le board. Fait que, tu sais, je prenais un après-midi avec Prunes, un après-midi avec Gab, un après-midi avec Denis, puis on passait à travers les looks. Tu sais, tu penses quoi de lui? Tu l'aimes-tu? Tu l'aimes-tu pas? Oui, non, peut-être. OK, ça, c'est un look. Tu sais. À la fin de la journée, on finit par recruter les meilleurs joueurs hein, parce qu'on n'a pas le luxe d'avoir 12 blue chips à Mike linebacker, puis t'es comme genre, tu sais quoi? Moi, mon Mike linebacker, je l'aime en haut de 6-2, 6-3. Comme j'aime que ce soit un run plugger. Des fois, t'es comme genre, c'est le seul Mike Backer qui est vraiment on top of the chart présentement. On n'a pas le choix, il faut qu'on aille le recruter. T'sais. On veut pas le perdre maintenant. Fait que, des fois, tu vas sacrifier un petit peu ce que tu aimes vraiment comme coach à cause de la profondeur du talent des joueurs qu'on a au Québec. T'sais. Fait que, tu vas être beaucoup plus picky dans les joueurs à développement moyen ou à long terme. Parce que maintenant, tu peux prendre un receveur de 6-2 au lieu d'un receveur de 5-7. Parce que maintenant, c'est comme à talent égal, je préfère prendre ce gars-là. Mais à talent égal, les blue chips, il n'y en a tellement pas 1000 par position que tu n'as pas le choix, des fois, de comme j'ai pas le choix de recruter ce gars-là parce que he's the best available. Puis à l'Université de Montréal, you gotta go. Comme faut que tu attaques ces joueurs-là rapidement. Fait au moment que ça, les obvious sont faits, ben nous autres, maintenant, c'était comme les gars qui peuvent contribuer à l'équipe dans leur première, deuxième année, là, il faut faire un meilleur travail, il faut faire une meilleure analyse, un meilleur exercice. Puis, tu sais, c'est tough parce que des fois, tu n'as pas accès à tout. T'sais, tu parles à un coach collégial 1 ou 2 fois par année, puis c'est comme genre, tu parles pas nécessairement du background médical d'un kid ou tu parles pas nécessairement de sa réalité. Ou, oui, tu sais, j'ai oublié de te dire que notre meilleur left tackle, sa blonde, elle étudie en médecine à Sherbrooke. T'es comme, OK, cool, tu sais, c'est comme genre. Merveilleux. Fait que on vient de perdre notre temps ou quoi que ce soit, peu importe. Fait que c'est au moment que ce travail-là est fait, ben, maintenant, c'est quoi ton taux de rétention? T'sais, à l'UDM, nous autres, notre taux de rétention, c'est 1 sur 3. Fait que, comme, puis même des fois, c'est 2 sur 3. Fait que si on a besoin de 1 carrière puis on en recrute 3, ça se pourrait qu'on finisse avec 1, 2 ou peut-être même 3 carrières. Fait que faut être prudent dans ça. Fait que tu vas chercher ton évaluation. Juste pour dire, quand tu dis taux de rétention, là, c'est quand ça. T'approches, t'as besoin d'un carrière, t'en approches 3. Exact. Ton taux de ton pourcentage de réussite de recrutement. Exactement. Parce que quand tu as dit taux de rétention, je n'étais pas sûr, mais pas genre qui va rester dans ton programme année 2, année 3. Là. Non, exactement. Okay, c'est bon. Le taux de juste rétention dans la cohorte que je recrute. Parfait, fait que le pourcentage de réussite, souvent pour nous autres, ça va être 1 sur 3, 2 sur 3 des fois, parce que souvent, c'est comme à carrière, tu n'as pas 3 Joe Sénécal qui graduent. Fait que c'est comme genre, à la fin de la journée, tu veux aller chercher le best available, puis après ça, tu es comme genre, OK, who's the next guy that can break through durant l'université, puis là, tu prends des chances avec ces gars-là. Puis c'est la même affaire à d'autres positions. Tu sais, à O-line, hey, on a besoin de 7 gars. Ben 7 gars, fait ton board est rendu à 20 rapidement, tu sais, mais tu recrutes 20 O-line ou tu as 20 O-line sur ton board. Maintenant, tu regardes comment les gars se développent à l'année longue, puis c'est là que tu joues la game de bon, ben j'envoie mon coach de position à quelle place? Est-ce que j'envoie mon coach d'O-line en Beauce quand c'est le boundary corner qu'on veut recruter là? Mais non. Fait le fait qu'on a identifié nos besoins, que nos coachs de position, nos coordonnateurs sont conscients des joueurs qu'on recrute, évidemment, ben, ça fait en sorte qu'on est beaucoup plus efficace dans où est-ce qu'on envoie nos entraîneurs sur les pratiques au niveau collégial. Ça se pourrait que notre coach d'O-line ne vienne pas pendant 3 ans à tel collège à cause qu'il n'y a pas d'O-line qui sort là, mais que l'année qu'il va en avoir un, boum, il va venir à 3 pratiques. T'sais. Fait que c'était cette stratégie-là. Puis ensuite de ça, bon, ben, au moment que tu as identifié les gars, que tu sais à qui tu veux aller, maintenant, c'est de les faire venir chez vous. Fait que après ça, c'est les visites officielles, les visites non officielles, les expériences de match, que ce soit les restaurants, les home visits. Maintenant, c'est la gestion événementielle de toute cette attraction-là, si on veut, dans le processus. On le fait-tu venir avec son meilleur chum qu'on recrute? On le laisse-tu venir tout seul? Est-ce qu'on veut qu'il vienne avec ses parents, sans ses parents? Est-ce qu'on veut qu'il vienne la fin de semaine, la semaine? Là, tout est une question de stratégie, puis tout est une question de timing et de disponibilité. Fait que, nous autres, on a une année que Marco est coach à Team Canada. Je veux dire, il est parti pendant le mois le plus important du recrutement, qui est le mois de juin. C'est comme, bon, ben, ouais, notre head coach est à Team 4. C'est vendeur. Pourquoi? L'année d'après, on a signé genre 7-8 gars de Team Can. Fait que c'est comme genre, c'est-tu bon, c'est pas bon? À la fin de la journée, ça reste que c'est bon parce que c'est de l'exposure. T'sais. Fait que c'est un petit peu comme ça qu'on tu ferais ça, procédait. Faire quoi?
de recruter comme ça? Coordonnateur du recrutement? Ouais. Non, parce que je suis pas un people person tant Non, que ça, hein? moi. Non. J'ai des relations interpersonnelles difficiles. Ouais? Ouais? Ben là, tu me connais. Là, Ben là, oui, je je sais, suis- mais moi, je l'ai vu. Je l'ai vu partiellement. Là. Je veux dire, j'ai fait un hiver là, quand j'ai coaché au cégep. Puis après ça, j'avais aidé durant l'hiver. Puis j'ai aidé dans le recrutement. Vous êtes bon, man. Vous êtes genre, ça se fait aller le Messenger 24/7. Ah, puis- C'est interminable. Là. Ben, la force d'un coordonnateur du recrutement, c'est d'être disponible quand le jeune est disponible. Fait que, tu sais, quand le jeune il te répond à 11h30 le soir, je veux dire, à moins que tu dormes, parce que tu as des enfants, ben c'est la première chose que tu fais quand tu te lèves le matin. Ouais, ben, on n'a même c'est- pas dit c'est- ça, nouveau papa aussi. Ouais, excuse. Puis, tu sais, tu réponds aux jeunes dès que tu te lèves ou le soir. Fait que, tu sais, souvent, ton téléphone est proche de toi, puis tu communiques avec les jeunes, tu restes disponible. Parce que la journée que le kid a une question, puis que ça prend 2 jours avant que tu y répondes, ça démontre beaucoup, justement, de comme, ouais, êtes-vous vraiment disponible pour moi quand j'ai besoin de vous, tu sais? Mais justement, OK, ben, c'est intéressant ça. Mais OK, tu sais, 2 jours, je comprends, là. Mais tu sais, en même temps, ces jeunes-là aussi, à un moment donné, il faut qu'ils comprennent que 100%. c'est hey, Big, je t'aime, je te veux, j'ai genre, t'es bon, tout, mais là, tu sais, t'es pas le centre du monde non plus, là. La ligne est mince entre... 100%. Puis, tu sais, souvent, c'est, mettons, tu as une grosse journée, tu as des meetings ou tu es en visite ou tu es à l'extérieur ou peu importe, puis que le jeune t'écrit le matin, puis tu y réponds l'après-midi, puis il le prend mal. Bon, ben là, c'est peut-être le jeune le problème, tu sais. Mais ça reste que. Ça reste tout de même notre responsabilité comme coordonnateur du recrutement de répondre aux jeunes, puis de leur donner l'information nécessaire dans un temps raisonnable, Mhm. évidemment. Mais ma mission, ça a toujours été le plus rapidement possible. Tu sais, comme la première chose que je fais quand je rentre au bureau, mon Messenger, mon Instagram est ouvert, Twitter était ouvert à l'université parce que je communiquais avec beaucoup de jeunes sur Twitter. C'est comme genre, s'il y a un jeune qui m'écrit, ça va popper tout de suite. Fait que moi, je vais le voir tout de suite. Fait que, si c'est 20 minutes, c'est 20 minutes. Mais c'était les 3 premières choses que je voudrais dès que j'arrivais au bureau comme coordonnateur du recrutement, c'est tu dois être disponible pour ces jeunes-là si jamais ils ont des questions. Il y a des journées qu'il n'y a pas un kid qui t'écrit. Il y a des journées qu'il y a genre 12 kids qui t'écrivent en même temps. Puis des fois, c'est des questions super bonnes. Puis après ça, c'est une question académique parfaite. Hey, je t'envoie à coach Pronovo ou je t'envoie à tel coach, tel coach, tel coach. Maintenant, au niveau collégial, ben, c'est moi le point central. Fait que techniquement, c'est moi qui ai les réponses à tout. Fait que c'est part of the game. Moi, je trouve ça merveilleux. J'adore ça. Je trouve ça Le vraiment temps fun. passe vite, c'est le fun, tu sais. Je veux dire, tu parles à... Ça reste que tu parles de joueurs de foot, là. Le bout justement, que tu apprends à les découvrir. Puis, yo, Denis, je pense que j'en ai trouvé un bon, là, caché dans le fin fond de je sais pas où, là. Ouais. C'est le fun, là. Mais... C'est cool. Puis c'est encore plus le fun quand tu vois ces gars-là avoir du succès. Ouais. Enrique James Leclerc, c'est moi qui ai descendu à Chattanooga, mon gars, dans un petit hôtel miteux où est-ce que la rue s'était fait défoncer par la construction. Puis j'étais comme, par où je rentre, t'sais. Puis je suis rentré là-bas à Chattanooga, là, je disais comme, c'est beau Mécali, là, mais le reste, c'est tough. Fait que, tu sais, c'est... C'est pas comme Montréal? Ah, Il n'y a pas des spectacles dans les rues? Puis... On en reparlera au 4e podcast. Ce qui fait en sorte que, tu sais, comme tu vois un gars comme Enrique James Leclerc, tu sais, je connaissais la famille depuis longtemps, mais j'ai quand même pris le temps de descendre là-bas. Il y avait d'autres Québécois qui étaient là aussi. Puis de finalement avoir la chance de recruter ce jeune homme-là, de le voir rentrer dans notre équipe, puis d'avoir le succès qu'il a connu l'an passé, puis de gagner recrue par excellence au pays, je me dis à la fin de la journée, comme je ne prendrai pas le crédit parce que c'est l'organisation Ouais, du Carabel c'est le Montréal travail qui a d'équipe, fait en ouais. sorte que ce jeune homme-là est venu ici. Mais tu sais, le fait que j'ai pris une semaine off pour aller à Chattanooga, loin de ma famille, puis que finalement, comme l'investissement en a valu la peine. Mhm. Fait que C'est concret, tu sais. C'est vraiment le fun. Ouais. T'sais. Moi, Parce que des fois, tu parles à des... Mais là, je suppose, encore une fois, là, mais tu dois parler à des joueurs pendant longtemps, puis finalement, ça se transpose pas dans... Là, t'as un... Ah, puis il y a des jeunes qui commettent chez vous, puis que finalement, pour des raisons académiques, ils doivent transférer à cause qu'ils sont pas acceptés dans ton programme. Puis t'es comme genre, ah man, je peux pas croire qu'on a perdu ce kid-là, c'est un super de bon kid. Puis là, finalement, ben, tu vas jouer contre lui. C'est comme, bah, not cool. T'sais. Ouais. Mais je dis, comme je te dis, 66% du temps, je vais être déçu, 33% du temps, je vais être content. C'est notre pourcentage de succès.
Il y a des équipes, c'est 20%, il y a des équipes, c'est 25%, il y en a d'autres, nous autres, on était chanceux que ce soit 33%. Si je te parle, il y a une chance sur 3 que tu viennes chez nous, puis des fois plus. Fait que les relations sont plus faciles, je dirais, dans cette situation-là. Nice. Ça prend moins de temps. Tu vends, j'allais dire, tu vends un beau produit, mais tu vends c'est ça. On se comprend. 100%. T'as rien dit, là. Gars. Mais moi, je me suis compris. J'ai tout compris. C'est correct. Ouais, J'ai tu vois, tout compris. Non, mais a c'est compris, correct. moi j'ai compris. Ça voulait tout dire. Non, ben vous êtes pas... En tout cas, Ouais. moi, j'irais comme... Moi, ce que tu viens de dire là, t'as rien dit, mais c'est correct. Là, tu vois, On c'est en ma soirée parlera. d'hier qui parle. Ah ouais, hein? On en parlera off Comment... non, ben, c'est ça. Comment t'es rentré hier soir, Pierre? Ah, man. 4e podcast aussi. Ok, c'est ça, c'est la prochaine question. Hein. On va finir par parler de ton arrivée aux Aigles du Collège Antique comme entraîneur-chef. Mais juste avant, c'est quoi la différence entre gagner une Coupe Vanier comme entraîneur et gagner une Coupe Vanier comme joueur? Oh, c'est une bonne question. Très bonne question. C'est pas pire, hein? Tu sais, c'est... Je vais dire ça comme ça. T'sais, j'ai été joueur de ligne à l'attaque toute ma vie. J'ai jamais joué à une autre position. Coupe de snap à D-line, mais ça n'a pas été fameux. O-line, tu te sacrifies toujours pour le bien de l'équipe. Tu penses toujours à l'équipe, tu penses toujours, comme tu n'es jamais sur le spotlight. Fait que, d'envergure, dans ma carrière de joueur, j'ai jamais été selfish. J'ai toujours pensé au bien des autres. Fait que, quand j'ai gagné, comme c'était moi qui l'avais gagné, quand on a gagné en 2014, c'était une célébration de tous les sacrifices que tu mets, les investissements que tu mettais dans ton développement de joueur à l'école avec tes chums. C'était vraiment une célébration. Puis, comme coach, maintenant, c'est de voir ces jeunes-là, la célébrer, cette victoire-là. Comme coach, tu es un intervenant qui guide les jeunes. Tu as un impact dans leur développement à eux, sans dire que tu as un développement concret dans le match. Comme coach de running back, là, je veux dire, à la fin de la journée, la course que Glady a faite là, en short yardage, d'une course de 40 quelques verges, c'est pas moi qui l'ai faite, mais le fait qu'il a compris que sur ce scheme-là, si tout crashait en dedans, il y avait le cutback, ben tu sais, comme j'ai fait partie de cette histoire-là. Fait que pour moi, la grosse différence, c'est on l'a célébré en 2023, la victoire de la Coupe Vanier, mais c'était pas la même... Pour moi, c'était pas le même feeling, c'était pas le même sentiment. C'était comme, je suis fier d'avoir fait partie de ce groupe-là, de cette équipe-là. Mais en 2014, c'est comme, genre, c'est la célébration de tous les efforts que tu as mis. Puis c'est différent, c'est comme, c'est pas... J'ai l'impression que quand tu coaches aussi, tu l'apprécies, là. Mais rapidement, il faut que tu te remettes au travail. Comme corner du recrutement, le lundi, j'étais rentré au bureau, puis il fallait ça parte. Le gars que tu recrutes, il est bien content que tu aies gagné, mais c'est ça, lui, il a d'autres préoccupations. Comme joueur le lundi, je te garantis que la journée était un peu plus tough. T'étais pas allé à tes cours? Oui, je suis allé à mes cours. Je suis allé à mes cours. J'ai passé tous mes cours cette session-là. Félicitations. On l'avait gagné. Mais c'est juste le sentiment est différent. Comme joueur de football, tu le célèbres avec tes teammates on and off the field. Comme coach, ça reste que c'est une job. C'est pas le même vibe. Fait que, on avait toujours notre règle de 24-48 heures. C'est comme célèbre, profites-en, la Coupe Vanier. Je veux dire, je suis quelqu'un, c'est comme on l'a gagné, what's next? Puis j'ai beaucoup de difficultés comme coach à me satisfaire d'une victoire ou me satisfaire d'un championnat. C'est comme genre, what's next? Puis probablement que ça va me frapper dans 20, 30, 40 ans quand je vais arrêter le coaching. Je suis comme genre, wow, ce qu'on a accompli, c'est merveilleux. Puis de dire que j'ai remporté 2 Coupes Vanier dans ma jeune carrière de coach, je veux dire, c'était mon rêve de petit gars. Pourquoi? Parce que c'est le seul trophée au football amateur que tu peux gagner. C'est le sommet du football amateur canadien. Puis d'avoir remporté ce championnat-là 2 fois, j'en suis fier, j'en suis vraiment content. T'sais. Maintenant, c'est comme, où est-ce que mes pieds sont présentement? Qu'est-ce que je peux faire? Maintenant, l'objectif, c'est de remporter un championnat au niveau collégial. Fait que, un bol d'or. exactement. Ouais.
Ben, justement, des Carabins aux Aigles du Collège Antique, comment la transition s'est faite? Parce que là, finalement, tu es tombé un peu sur ton X. Si on suit, pour ceux qui ont suivi le podcast depuis le début, tu as toujours aspiré à vouloir devenir entraîneur-chef. Ouais. Comment c'est arrivé? On avait... Moi et ma conjointe, on discutait beaucoup justement du fait de comme, devenir entraîneur-chef. Est-ce qu'au niveau universitaire, c'est quelque chose de possible? Je veux dire, comme en combien d'années? Dans 5, 10, 15, 20, 30, 40 ans? Ça peut dépendre. À la fin de la journée, c'est difficile à avoir un poste d'entraîneur-chef au niveau universitaire. Fait qu'on était conscient qu'un poste au niveau collégial était peut-être beaucoup plus réaliste. Puis on avait pris la décision, là, après notre déménagement de Saint-Jean, on s'est installé à Montréal, que c'est comme genre, s'il y a un poste qui ouvre à Québec ou quoi que ce soit, c'est comme genre, on reste à Montréal, comme peu importe ce qui arrive. Puis pourquoi quitter les Carabins de l'Université de Montréal? Tu sais que tu as une opportunité de gagner à chaque année. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire que ça va être chose faite, mais tu sais que tu es dans une des meilleures organisations au Canada. Fait que pourquoi tu partirais? Ben, les raisons pourquoi je quitterais les Carabins de l'Université de Montréal, c'est pour des raisons familiales. Fait que ce serait un avantage, je veux dire un changement au niveau du salaire, que ce soit au niveau de la proximité, de pouvoir un avancement professionnel, puis c'est de passer de coordonnateur du recrutement, coach de running back, à être head coach, c'est pas la même game. Fait que c'est surtout à quoi j'aspirais. Fait qu'on avait fait une short list des collèges qui était, je veux dire, réaliste si jamais le poste ouvrait. Puis Antique en faisait partie. La raison est fort simple. J'habite à 8 minutes à pied du collège Antique. Mm-hmm. Je veux dire, de la maison, je vois la garderie. De la garderie, je vois le bureau. Du bureau, je vois la garderie. De la garderie, je vois la maison. Fait que je vais porter mon jeune, mon petit gars, directement à la garderie. C'est sur mon chemin. Je fais même pas un détour. La qualité de vie est comme incroyable. Mm-hmm. Juste venir ici, ça me rappelait justement de comme prendre le métro, aller à l'Université de Montréal, puis tout. J'étais comme, hey, j'en sauve du temps, là. Tu sais, 8 minutes, aller, 8 minutes, retour. Ça me prend 35 minutes aller, 35 minutes retour. Puis ça, c'est quand le métro, il est là, puis qu'il n'y a pas de grève. Puis, tu sais, c'est comme, ça reste que je n'ai pas l'air du gars qui est en train de vendre Montréal, mais ça reste que quand c'est ta réalité à toi, tu es conscient, justement, des gros changements. Fait que, pour nous autres, d'avoir eu cette opportunité-là, puis que Onsic a eu de l'intérêt envers moi, qui ont communiqué avec moi pour me dire si j'étais intéressé pour le poste. Puis finalement, après réflexion, puis en avoir discuté avec Marco, c'est comme genre, je vais aller dans le processus d'entrevue. De toute façon, ils ne me l'ont pas donné, la job. Il faut que je la gagne. Puis c'est ce qui s'est passé. Fait que l'entrevue s'est super bien déroulée. Ils m'ont appelé pour me dire que j'avais le poste. Puis après ça, ben Phil Marlowe l'a droppé avant même que j'aie la chance d'en parler à mes joueurs. Shout-out à Phil Marlowe. Ouais, le Phil bulletin Marlowe sportif. Qui crée... qui crée des problèmes. Ben, je veux dire, c'est dommage parce que je prends le temps d'en discuter parce que c'est des choses qui étaient pas sorties au sein de l'équipe, qu'on n'avait pas parlé. Puis, au Carabin. Au Carabin, on avait une règle que c'est comme genre, s'il y a quelque chose qui sort, ça va toujours être fait par Marco et par l'organisation. Puis, je veux dire, Phil m'avait écrit dans la journée, m'avait demandé si c'était vrai, puis j'ai pris le temps de ne pas lui répondre, comme ça voulait tout dire, moyennement que t'es... Au moment que ça, tout se fait, après ça, ben, c'est la gestion de crise, puis la gestion de crise administrative, après ça, c'est les big boss à l'Université de Montréal. Fait que pour un post sur Twitter, je veux dire, rendre tout ça problématique, je veux dire, c'est dommage. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Puis il n'y a jamais eu d'excuses, c'est jamais pardonné à ça. Puis c'est une gestion humaine. Il a fallu que je discute avec plusieurs joueurs, puis l'administration, il a fallu que je fasse des lettres, puis c'est comme genre... Ouais, ça te rajoute de la job. C'est pas agréable, c'est vraiment pas agréable, puis on s'entend, là, c'est pas comme si j'allais devenir entraîneur-chef de l'Université d'Alabama, là, Je veux dire, c'est... En tout cas, Mon Charlotte a l'air un peu plus bizarre maintenant, là, mais... J'allais faire une joke, j'allais dire, là, il faut que j'aille chercher, d'ailleurs, c'est notre prochain invité pour notre enregistrement parfait, après. Merveilleux. Mais rien de personnel avec Phil, j'aime ce qu'il fait, je pense que c'est un super beau média, il met de l'avant notre sport scolaire, puis je pense qu'il fait une super de bonne job. Maintenant, c'est... Je veux dire, comme genre, j'ai des enfants, j'ai une femme, j'avais des joueurs avec qui j'étais proche, j'avais des entraîneurs avec qui je travaillais, j'avais des membres de l'administration avec qui j'étais proche. Je trouve ça plate qu'au lieu de célébrer ça, c'était plus comme genre, hey, je m'excuse de ne pas vous en avoir parlé. En tout cas, c'était juste.
Ah, je Ça comprends. aurait pu être mieux fait, Je mettons. comprends. Mais ceci étant dit, tu sais, de pouvoir travailler à pied de la maison dans une organisation comme ONSIC, qui est un des plus gros collèges au Québec, avec toutes les techniques qu'on a, tous les prix universitaires, je veux dire, ce programme-là a un hyper beau potentiel. Tu sais. Je veux dire, je veux dire, je suis vraiment, vraiment excité de relever le défi qu'on a présentement au collège ONSIC. Il y a beaucoup de travail à faire présentement, mais je veux dire, on va trouver les bonnes personnes pour rentrer dans le bateau. Puis, tu sais, j'en parlais beaucoup. Notre culture est vraiment, vraiment importante, puis on la met de l'avant énormément. Fait qu'on va trouver les bons jeunes pour être capable de relever ce défi-là, parce que ça se fait pas tout seul. Fait que Ouais. c'est... Tu sais, tu t'en caches pas, là, puis tu sais, on n'ira pas dans les détails, mais t'avais déjà fait des entrevues pour être entraîneur-chef aussi. Ouais. Là. Est-ce que c'est un petit peu comme, mettons, un coordonnateur offensif, défensif, qui tu sais, un coordonnateur offensif, souvent, il va arriver avec son playbook. Ouais. Est-ce que toi, tu avais ton playbook de head coach? T'avais-tu déjà, c'est-tu quelque chose que tu prépares depuis longtemps? Tu comprends ce que je veux dire? Ton plan de dire, moi, je sais qu'un jour, je vais être head coach. Ouais. J'ai travaillé déjà sur mon plan. Il y a des actions que tu sais que peu importe l'équipe ou. Moi, je sais que ça, je vais vouloir le mettre en place. C'est comme être coordonnateur, mais au lieu de coordonner des Hicks and O, tu coordonnes les résidences, tu coordonnes je veux dire, l'administration, tu coordonnes les budgets, tu coordonnes l'académique, tu coordonnes tous les petits besoins, tu coordonnes l'équipement. C'est toutes des affaires que j'aime. Hey, je veux dire, on va le partager prochainement, mais on a changé les couleurs de casse de l'équipe. Je veux dire, c'est moi qui décide. Ben, techniquement, c'est l'admin qui me dit c'est beau, C'est t'as bleu les puis finances. jaune, hein? Exactement, on a changé. On est dans le turquoise, rose et saumon. Fait que ça va être vraiment beau. Mon bleu puis jaune, on aurait pu le garder longtemps, mais là, ça. Mais, tu sais, c'est ça, tu sais, t'as comme ton plan. Ouais. Qu'est-ce qui, pour toi, dans tes entrevues, quand tu te présentes, Rémi Giguère, je veux être entraîneur-chef pour votre programme, qu'est-ce qui est non négociable? T'sais, qu'est-ce que toi, t'es comme ça, moi, ça va prendre ça, là, je vous dis tout de suite. Là. Ben, la bonne nouvelle, c'est que la majorité des cégeps ont tous mettons, un encadrement académique. Les étudiants ont besoin, que ce soit les centres d'aide, peu importe. Comme tout le monde a ces services-là. Fait que, au niveau académique, pour moi, outre les blocages horaires avec les périodes d'études obligatoires, si j'ai un étudiant qui a besoin de plus, est-ce qu'on a ces ressources-là? Oui, good, merveilleux. Maintenant, c'est juste travailler avec des êtres humains. Fait que, à quel point on est capable de développer un système qui est encore plus efficace pour les jeunes qui ont de la difficulté. Parce que Dieu sait que le football, c'est souvent un sport qui regroupe plusieurs jeunes qui ont de la difficulté à l'école. Pas l'ensemble, pas tout le monde, mais on a des jeunes que l'école, ils n'aiment pas ça, mais le football les garde à l'école. Comment on fait pour garder ces jeunes-là à l'école? Les étudiants qui ont beaucoup de succès et qui veulent être meilleurs à l'école parce qu'ils aspirent à devenir médecins, par exemple, on est capable de les guider, on est capable de les aider là-dedans? Fait que l'encadrement académique, pour moi, c'est un no-brainer. Fait que quand je pose mes questions, est-ce que ça me satisfait? Est-ce qu'il y a un potentiel à aller plus loin? Parce que l'année 0, c'est là qu'il faut que tu défonces le plus de choses. Mais au moment que ta fondation est bâtie, solide, là, tu peux commencer à gravir les échelons puis commencer à approcher du monde pour des projets. Fait que tu peux pas tout faire avec un an, t'sais. Fait qu'il faut que tu y ailles progressivement. Puis l'autre, moi, c'est les encadrements de préparation physique. Au-delà d'un terrain synthétique à proximité du collège ou d'un terrain de pratique ou d'un vestiaire, ce qui est important, c'est est-ce qu'on a les installations pour la préparation physique adéquate pour l'ensemble de notre équipe. Parce qu'au niveau collégial, je veux dire, j'ai un préparateur physique, je ne peux pas lui demander à être là à 8, à midi, à 1h, puis à 7h le soir. Est-ce que je suis capable de garder tous mes joueurs en soirée dans nos installations, oui ou non? Non, c'est tough. Pourquoi? Parce que c'est là que tu bâtis ton équipe, c'est là que tu bâtis ta chimie d'équipe. Ta culture, c'est de là qu'elle provient. Fait que si j'ai 65 gars dans la salle de muscu 3 fois semaine, je veux dire, la journée qu'on va arriver sur le terrain, les gars vont train, vont se battre ensemble. Tu comprends? Mais si j'ai les bigs à telle heure, les skills, mais finalement, il faut que j'aille un mix. Il faut que tu te battes avec l'équipe de rugby pour avoir accès à... Je veux rien savoir de ça. Fait que je veux dire, on n'est pas capable de le faire. C'est pas grave, je vais rester à l'Université de Montréal. Est-ce qu'on peut le faire, ça? Fait que, je veux dire, quand je suis rentré dans la salle de musculation, on a 2 gymnases, on a une palestre, on a un donjon. Je suis comme genre, clairement qu'on peut y arriver puis on peut faire de quoi. T'sais. Est-ce que c'est optimal? Pas présentement, mais est-ce que ça fait partie des gros projets?
ben, je veux dire, à moyen long terme. Je suis conscient des coupures budgétaires et tout, mais ça reste que c'est des choses que mes patrons le savent depuis le début parce que je leur ai laissé savoir que la préparation physique, pour moi, c'est un no-brainer. Fait que l'encadrement académique, le développement de l'athlète, je veux dire, c'est les 2 points pour moi. C'est comme, est-ce que je suis capable de faire ça? Oui. Mon terrain de pratique est à 5 minutes du collège, pas de problème. On joue au match au Centre Claude Robillard, aucun problème. C'est un événement. Fait que je veux dire, à ce que je sache, Clemson, il faut qu'ils prennent le boss là, pour aller au terrain. Puis même affaire pour d'autres équipes professionnelles. Fait que je veux dire, pour nous, ça, c'était pas. Pour moi, ça, c'est pas ce qui va faire la différence. Fait que c'était les deux gros points majeurs pour nous. Parce qu'ensuite de ça, veux-tu qu'on parle de recrutement sur l'île de Montréal? Ben, t'es entouré de plein de bons programmes. Puis en plus, dans ton cas, dis-moi si je me trompe, mais t'es capable de vendre un nouveau projet. Ça aussi, c'est le fun. Là, On a des résidences. On a des résidences, on a plein de techniques. On est un des plus gros cégeps. Correct, t'es un gars de région, t'as pas envie d'aller dans un gros collège. Je peux le comprendre, c'est correct, il n'y a pas de problème avec ça. Mais ça reste que tu veux étudier en technique, une technique spécialisée, archives médicales, peu importe tout ce qu'on va offrir. Les prix universitaires sont tous là. On est sur l'île de Montréal, on est à proximité de Laval. La Rive-Sud, c'est réaliste. L'île de Montréal, je veux dire, les gars qui ont grandi sur l'île de Montréal, pour eux autres, le collège antique, c'est plus que faisable. Tu es un gars de région, tu es vraiment un jeune homme qui veut être capable de faire la différence dans notre programme. On a des résidences, fait que tu peux habiter à quelques minutes à pied du collège. Je veux dire, on a toutes les ressources pour être capable d'avoir du succès. Maintenant, il suffit juste de bien le faire, puis d'y aller, de travailler en équipe. C'est pas moi contre l'admin, c'est pas moi contre le collège, c'est le collège d'Unsick qui veut bâtir ce programme-là. C'est pas juste moi. Je comprends. Ouais. J'ai une question qui vient avec une pré-question. Est-ce que, maintenant dans ton nouveau rôle, est-ce que tu vas caler l'attaque? Cette année, oui, je suis coordonnateur offensif, entraîneur-chef. Je ne coach pas de position, par contre. Évidemment, je vais passer beaucoup de temps avec les receveurs. Exactement. On va bloquer. Les débits. On va bloquer. Débit, d'habitude, ils travaillent de reculons, comme les O-line. Non, c'est ça. Oui, avec les O-line, excuse. C'est faire une joke. Et donc, en arrivant au collège antique, est-ce que le coordonnateur défensif a changé? La réalité, c'est qu'au collège antique, souvent, c'est des contrats d'1 an pour les coachs de position. Évidemment, avec le changement de garde, le seul entraîneur qu'on a gardé, c'est notre préparateur physique, qui est Vincent Lettier. Évidemment, moi, je suis allé chercher mon assistant entraîneur-chef parce que sans lui, c'est pas nécessairement un move que j'étais prêt à faire parce que je voulais pas le faire tout seul. Je voulais le faire avec quelqu'un à qui j'ai confiance, avec qui je suis à l'aise de partir un programme, qui est Hugues Lompré. Fait que Hugues, c'est un coach de football. Hugues, c'est un coordonnateur offensif, coordonnateur des unités spéciales, puis c'est un coordonnateur défensif pour nous autres. Fait que offense, defense, special team, le gars, il a tout pour devenir un entraîneur-chef. J'en suis conscient. C'est la raison pourquoi j'ai communiqué avec lui, puis c'est un ami proche. Fait qu'on a dit, est-ce qu'on le fait ensemble? Oui, let's go, on le fait. Fait que Hugues va coordonner la défensive. Moi, je coordonne l'offensive. Puis Vincent Lettier, qui est notre préparateur physique, et aussi notre entraîneur des unités spéciales. C'est un ancien joueur de la Ligue canadienne de football. Donc, c'est un gars qui joue ses teams dans Saskatchewan. Puis, je vais poser donc ma question. Puis tout après, je ne veux pas avoir l'air mal poli, mais je vais juste, parce que notre prochain invité, je vais juste lui dire, tu lui texteras le numéro du local. Je vais dire. Je sais que j'ai souvent tendance à parler n'importe 20, non, mais ça, c'est pas un problème. On ne m'écoute pas. 2076-2. Mes chats ne m'écoutent plus de football. Mais c'est ça qui arrive. Mais donc, la question, c'est comment est-ce qu'on choisit un coordonnateur? C'est coordonnateur, parce que souvent, on entend souvent ça, surtout à Hard Knocks, parce que je suis un fan de Hard Knocks, mais après, le head coach, c'est ses collègues les plus importants dans un certain sens, là, à part l'assistant entraîneur-chef, c'est souvent les coordonnateurs. Ouais. Dans ce cas-ci, tu en avais 2 à trouver, dans ton cas. Mais c'est ça. Comment tu choisis un coordonnateur? Ou plutôt, qu'est-ce que tu recherches d'un coordonnateur? 2 choses. Est-ce que tu es un bon enseignant? Puis est-ce que tu es quelqu'un de structuré? Évidemment, le fait d'être structuré, c'est comme un enseignant à l'université. Je veux dire, il y a des cours qui sont le fun, il y a des cours qui sont moins le fun.
souvent les cours qui sont agréables, c'est que le contenu est le fun. Nous, notre contenu est le fun. Notre contenu, c'est du foot. Les jeunes qui sont assis dans notre salle, c'est des jeunes qui sont passionnés du football. T'sais. Si tu n'es pas passionné du football, c'est une question de temps avant que tu arrêtes. Fait que le fait que ton contenu est agréable, ben maintenant, comment tu le structures? Parce que maintenant, ta méthode d'apprentissage est super importante. Il y a des gars qui vont être. Ils vont écouter, ils vont l'appliquer. Il y a des gars qui ont besoin de le voir. Fait qu'il y a différents types. Fait que comme pédagogue, il faut que tu sois capable de bien structurer ton système, ce que tu es capable de montrer, de bâtir de l'avant. Puis ensuite de ça, c'est comment tu l'enseignes à tes joueurs. Fait que est-ce qu'on a des grades? Est-ce qu'on a un tracking system pour tes forces, tes faiblesses, whatever, peu importe. Fait que, tu sais, un coordonnateur qui m'arrive et qui me dit voici ma méthode d'apprentissage, comment moi je vais bâtir mon système, de comment je l'enseigne. Moi, ça me parle. Hugues, c'est un programmeur. Je ris souvent avec lui, mais c'est un nerd. C'est comme c'est un nerd du football. Fait que je le sais que la défensive, ils vont être à la bonne place au bon moment puis ils vont faire le bon jeu. Ma responsabilité, c'est de rentrer des bons athlètes qui vont fitter dans notre système. Comme ça, Hugues va devenir un des super bons coordonnateurs défensifs dans notre ligue, dans notre conférence. C'est ce qu'on veut être capable d'accomplir ultimement. Même chose avec Vince. T'sais, maintenant, comment on est capable de développer nos coachs aussi à l'interne pour qu'ils deviennent des meilleurs pédagogues, parce qu'après ça va avec nos coachs de position. Coordonnateur, si tu veux faire partie de mon système, il faut que tu sois un bon pédagogue, un bon enseignant, puis que tu sois structuré. Si tu as ces deux atouts-là, maintenant, le reste, tu es une bonne personne. Si tu es une bonne personne, ça va juste rendre l'événement, ou je veux dire la saison de football encore plus agréable. Puis le dernier point pour moi, c'est si tu es un bon recruteur, bon, ben là, tu coches toutes les lignes. C'est comme pay the man and keep the guy. Mais ça, je te l'ai dit, mais je l'ai dit là, tu l'as dead, là. Quand tu es arrivé, en pas beaucoup de temps, tu as rentré des gars là, de partout. Puis là, tu sais, je veux dire, j'allais dire des bons programmes, il n'y a pas juste nous, là, mais tu comprends ce que je veux dire? Il y a des programmes qui n'allaient pas en NSIC, que là sont allés pour toi, tu sais. Ouais. Ben, pour toi, pour le projet que tu leur proposais. Exactement. Puis, je veux dire, c'est les intervenants avec qui je le fais aussi qui nous permet d'aller chercher ces jeunes-là. Les relations que tu bâtis au fur et à mesure font en sorte que, hey, c'est correct. Peut-être que je n'aurai pas nécessairement les meilleurs joueurs des programmes qui nous intéressent le plus parce que présentement, c'est pas ce qu'on a à offrir, mais je veux dire, je suis capable de me battre à armes égales avec d'autres collèges. Fait que pour nous, c'est de faire un bon travail, c'est de mettre de l'avant notre produit, de mettre de l'avant notre projet, puis de mettre de l'avant les intervenants qui sont dans notre équipe. Souvent, ce que je dis aux jeunes, c'est identifie-toi pas à une division, identifie-toi à une organisation. Puis des fois, cette organisation-là va être en division 1, puis tu es un potentiel division 1, puis merveilleux, tant mieux, c'est ce qui va arriver. Mais des joueurs qui disent « Ah, moi, je veux à tout prix jouer en division 1 », peut-être que ton meilleur fit, c'est d'aller en division 3, proche de chez vous, parce que tu vas sauver du temps, tu vas avoir un impact immédiat, tu es une bonne personne. Puis à la fin de la journée, coordonnateur du recrutement universitaire, j'en ai recruté des gars en division 3, division 2, division 1, et je suis un produit du division 3. Je suis un joueur de football qui a gradué des Triades de la Naudière en division 3, qui a joué son premier match universitaire à l'Université de Montréal, puis qui a maintenant coaché universitaire et est rendu entraîneur-chef à l'âge de 32 ans. Bam! Subtle flex, hein? Et toi, qu'est-ce que t'as fait, Pierre, hein? Calice? Trop jeu de réponse, correct. Ben ouais, c'est très bien dit. Très bien dit. C'est ça. J'ai pas de questions en tête, Pierre. T'en as-tu une, toi? Ben, parce que je sens qu'on approche de la fin, mais je te souhaite... c'est drôle parce que j'y repensé, mais hier, j'étais comme... Ben, on va parler de ta première victoire et comme si on était dans le futur, mais bref. L'an prochain. Ouais, c'est ça, l'an prochain. Mais, ouais, je te souhaite une belle première saison comme entraîneur-chef. Là. Je suis sûr que ça fait longtemps que tu l'attends, ça. Ça fait longtemps qu'on l'attend. Je veux dire, c'est un beau défi. Je suis bien entouré. J'ai des bonnes personnes avec moi au niveau administratif au Collège Antique. J'ai des bons partners de coach, puis j'ai surtout des bons jeunes. J'ai des bons jeunes qui vont nous permettre justement de passer à travers n'importe quel défi durant la saison. Puis... Ben, à t'entendre, c'est le fun parce que moi, ça me donne vraiment l'impression que tu as mis des trucs en place, puis tu sais, tu l'aurais pas dit de même, mais ça... en plus, l'équipe descend de division, ce serait facile d'arriver là et de faire comme OK, là, je suis en contrôle des dommages pour un an ou deux ou whatever.
Mais là, tu as vraiment l'air d'avoir mis des trucs en place, puis tu as vraiment l'air d'être confiant, mais sincèrement confiant que, il y a quelque chose qui se passe, puis ouais, moi, j'ai hâte de voir Nous autres ça. aussi, on joue dans une bonne ligue, il y a des bons coachs, il y a des bonnes équipes, il y a des bons athlètes. Je veux dire, à la fin de la journée, je vais toujours respecter mes adversaires. J'ai toujours beaucoup de respect pour les entraîneurs qui font le même job que moi ailleurs. Je suis conscient de leurs défis, puis je respecte ça entièrement. Maintenant, c'est ma responsabilité de préparer notre organisation, notre équipe à compétitionner rendu jour de match. Puis ça, je veux dire, ça m'appartient. Donc, je suis content de pouvoir prendre les décisions. Ouais, je comprends. Exactement. Bien content que tu aies pris un moment avec nous. Merci de supporter Pierre et moi dans tout ce qu'on fait depuis École entre les lignes, justement. Ce qu'on disait au début de l'épisode. C'est très apprécié. Je veux dire, comme Pierre, je te souhaite le plus grand des succès. Je te souhaite, tu sais, en tant qu'entraîneur, on a souvent, dans la douche, mettons, là, on s'imagine de quoi on voudrait que notre unité ait l'air, là, tu sais. Par exemple, moi, la défense, toi, ton équipe, toi, dans le temps, ça aurait été les O-line ou quoi que ce soit, tu sais. Fait qu'en tout cas, j'espère que ce qui va arriver va se rapprocher grandement de exactement ce que tu as dans ta tête lorsque tu daydream about what you want. C'est un retour du podcast. Je ne sais pas si c'est le premier épisode qu'on va release, mais ceci est le premier épisode qu'on enregistre. Abonnez-vous, tell a friend to tell a friend. Bien entendu, il y en a qui ont cessé de nous suivre au fil du temps parce qu'on était moins actifs. Mais si vous connaissez des fans qui nous écoutaient, dites-leur que c'est reparti. Et puis, Pierre, t'avais-tu une dernière chose à rajouter? On s'en reparle pour la prochaine période de recrutement. On s'est même déjà parlé. C'est déjà fait? C'est déjà con. Ouais, c'est ça. Je suis déjà conscient de la liste de finissants. Ouais. Je ferais des shout-outs live, mais j'ai pas le droit. Ah non, ben c'est ça, là. Exact. Ouais. Mais have fun, puis on va se recroiser sur un terrain de foot. Merci de toujours prendre le temps de m'inviter. Je suis toujours éternellement reconnaissant de l'opportunité que vous me donnez, puis vous faites un bon travail, les gars. Merci beaucoup, puis bonne saison respective à vous autres. On risque de se voir sur un sideline dans les prochains mois. Yes. That's it. Merci à tous et on se voit la semaine prochaine.